Les gens en fait maintenant se nourrissent vraiment avec ce dont ils ont envie et pas forcément avec ce dont ils ont besoin. Quel type d'aliments sont à privilégier avant de faire un entraînement? Mais déjà pour moi le premier signe d'alerte sur la déshydratation, c'est à partir du moment où tu commences à avoir soif, c'est trop tard. On a normalisé le fait de mal manger, de maltraiter son corps. C'est un peu dur de dire ça, je veux pas être extrême non plus, mais c'est presque de la destruction en fait. What's up les boys, bienvenue dans Entre Athlètes. Cette semaine, on va commencer une petite série un peu spéciale, puisqu'on a quelqu'un, donc Marie, qui est naturopathe, qui travaille notamment avec des sportifs de haut niveau. Mais pour une fois, t'es très sportive, ouais. Mais t'es pas une sportive, on va dire pro, enfin c'est pas ton métier à 100%. Donc voilà, c'est une autre série qu'on commence, voilà, avec des acteurs du sport qui aident des sportifs à mieux performer. Donc Marie, je suis très content de t'en recevoir dans le podcast. Je vais quand même te serrer la main, si on serre la main aux invités. Je suis contente d'être là aussi. Bah écoute, je suis content parce que la naturopathie, c'est un sujet, tu vois, je trouve qu'il fait de plus en plus écho sur Internet, YouTube, etc., peu importe, même à la télé. Mais je pense que beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est, mais sans réellement savoir ce que c'est, tu vois. Ouais. Donc je suis content qu'on aborde ça, et en plus, moi, la naturopathie, c'est quelque chose auquel je crois. Et du coup, je suis content qu'on puisse, voilà, comme je te dis, faire cette série d'épisodes pour apporter, toujours dans cette envie de comprendre vraiment le sport de haut niveau, comment on peut mieux performer, comment on va devenir un meilleur sportif, un meilleur athlète, ouais. Qu'on soit pro ou qu'on envisage en tout cas d'être le meilleur possible. Mais avant de commencer, Marie, est-ce que rapidement tu pourrais te présenter? Bien sûr. Et aussi présenter toi avec qui tu travailles au quotidien. Donc je suis Marie, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée en fait dans l'accompagnement des sportifs et des personnes en fait qui veulent se remettre en forme, donc commencer le sport et qui savent pas trop comment s'y prendre de façon globale. Alors en gros, la naturopathie à l'origine c'est une médecine traditionnelle, c'est considéré comme la 3e médecine traditionnelle mondiale selon l'OMS, qui part sur un principe que le corps peut s'auto-guérir en fait. Et sur le principe de l'holisme, qui est qu'en fait, tout est connecté à travers le corps, donc aussi bien le physique que le mental, que l'émotionnel et l'énergétique. Voilà, donc ça, c'est la naturopathie de base. Et en fait, moi, je l'applique au sport et à la remise en forme de façon plus spécifique, puisqu'en fait, du coup, en naturopathie, on a vraiment une approche globale de la santé et de la performance dans le cas des sportifs, qui vise à optimiser les capacités du corps avec des moyens naturels, comme l'alimentation, le sommeil, la respiration, la gestion du stress. Voilà, en fait, c'est comment faire en sorte que l'organisme soit dans les meilleures conditions pour donner le meilleur, performer et surtout rester en bonne santé, parce que c'est aussi un sujet chez les sportifs qui, des fois, pousse un peu trop. Et du coup, au quotidien, je suis différents types de sportifs, de différents sports et de différents niveaux. Surtout, c'est très important pour moi. Donc, ça peut partir du sportif professionnel. Notamment, je suis des sportifs professionnels dans les sports de combat, en cyclisme. Ça peut être des sportifs amateurs, mais avec un certain niveau, dans des sports d'endurance. Bon, pareil, il y a un peu tout un panel, du tennis, etc. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi des personnes qui ont envie de se remettre en forme, mais qui ne savent pas comment faire du sport, comment bien s'alimenter, etc. Et du coup, je les accompagne dans ce chemin d'avoir une meilleure hygiène de vie, de commencer un sport s'ils ont envie, comment le faire, etc. Voilà. C'est très précis. Et justement, on va parler du premier sujet qui est l'alimentation. Ouais. Dans ce podcast, parce que c'est un c'est un très gros sujet. J'ai envie de te demander, c'est quoi un peu, du coup, dans les profils pro, amateurs, semi-pro, qui viennent te voir, est-ce que tu as des demandes toujours similaires? Est-ce que les sportifs qui viennent te voir, ils viennent te voir de leur plein gré? Ouais. Ou parce peut-être que tu as leur coach qui leur a conseillé de venir te voir? Alors, en fait, en général, le sujet principal des sportifs qui viennent me voir, c'est l'alimentation. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu à la mode, entre guillemets. Je pense que les sportifs sont de plus en plus conscients que l'alimentation est un pilier important. Donc en général, c'est un peu le moyen par lequel les gens me contactent et demandent un suivi. En fait, c'est vraiment le travail de l'alimentation. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait dire que les sportifs ils sont assez calés là-dedans. Et au final, ils ont une vision de l'alimentation qui est, on va dire, très axée performance et pas forcément très santé. Et au final, on se rend compte que qu'est-ce que la performance si au final la santé ne tient pas sur le long terme? Donc on va dire que c'est un peu le biais premier par lequel les athlètes viennent me voir. Après, c'est les gens ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'on peut faire en naturopathie, donc ils ne sont pas forcément conscients au départ de ce que ça peut apporter à leur pratique.
Donc, ouais, c'est vraiment plus ce biais-là, l'alimentation, ou alors des gens qui ont des problématiques qu'ils n'ont pas réussi à résoudre avec la médecine conventionnelle, type des blessures récurrentes, des problèmes digestifs. Ça peut être aussi des gens qui sont très anxieux et qui ont un super potentiel sportif et qui, du coup, de par ce souci de gestion émotionnelle et mentale, vont pas performer pendant les compétitions et du coup, ils cherchent une approche un peu alternative pour les guider. Donc voilà, il y a plusieurs points d'entrée, mais au final, moi, après en naturopathie, je vais pas juste guider une personne que dans l'alimentation, que dans la gestion du stress, c'est vraiment une approche ultra globale, c'est super important parce que on peut pas juste traiter de façon séparée les aspects d'un sportif, il faut vraiment voir la chose dans sa globalité. Et donc en fait, quand je les accompagne, je fais une très grosse anamnèse en fait de leur pratique, leur hygiène de vie, comment ils dorment, quel est leur événement aussi, ça c'est super important, émotionnel, leurs relations, est-ce qu'ils travaillent à côté, si ça leur amène du stress, etc. Et puis on fait un gros bilan et après je leur donne des préconisations qui sont adaptées forcément à leurs objectifs. On ne va pas conseiller la même chose à un professionnel qui prétend par exemple aller à l'UFC qu'à quelqu'un qui fait un triathlon à la fin de l'année pour le plaisir. Donc voilà, c'est aussi ça la naturopathie, c'est que c'est des protocoles qui sont 100% personnalisés sur l'ensemble en fait de la vie de la personne. Voilà, pas que son aspect sportif. Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vraiment, tu prends vraiment le temps de parler avec la personne. En fait, j'ai l'impression que souvent, peut-être que la personne, en fait, elle a elle-même les réponses, sauf qu'elle n'a pas forcément conscience, tu vois, de ses besoins. Bon, tu vois, on divague, mais en tout cas, c'est pas très grave, ça reste intéressant. Ouais. Je vais revenir quand même sur l'alimentation, parce que sinon, on va pas en parler, je me connais par cœur. Moi, j'ai vu qu'en naturopathie, on parlait d'aliments vivants. Oui. Où, tu vois... Qu'est-ce que c'est les aliments vivants concrètement ? Alors concrètement, pour parler simplement, un aliment vivant, c'est un aliment qui est brut en fait, qui va garder tous ses minéraux, toute sa vitalité. En fait, on a un problème dans notre société actuelle, c'est qu'on va consommer énormément de produits qui sont super transformés par question de temps, de commodité, etc. Donc c'est vrai que les gens ont perdu, alors pas tout le monde, mais la plupart ont perdu le réflexe de cuisiner, ils préfèrent consacrer leur temps à faire autre chose et c'est sans jugement aucun, c'est vraiment, on a tous des modes de vie différents. Mais toujours est-il que d'un point de vue de l'alimentation, c'est compliqué parce que on ne nourrit pas notre corps avec ce dont il a besoin, mais plutôt avec ce dont on a envie. Il y a aussi ce truc-là de considérer que l'alimentation, et moi je suis pour l'alimentation plaisir, je suis pas du tout en train de dire qu'on doit manger des trucs super relous, etc. J'adore cuisiner et proposer vraiment des recettes, tu vois. Tu fais des recettes, ouais, je fais des recettes aussi parce que on a tendance à être un peu binaire sur l'alimentation en se disant soit je suis sportif ou je mange des choses super... voilà, tu vois, le truc, genre une protéine, un glucide, et je mélange, enfin, je l'assaisonne pas, machin, enfin, c'est super austère, entre guillemets. C'est souvent ce que je fais parfois, ouais. Ma copine, je la rends folle avec ça. Ouais, et de l'autre côté, du coup, il y a l'alimentation plus plaisir, mais qui correspond pas. Et en fait, on peut trouver un pont entre les deux. Donc, voilà, après, c'est toujours une question d'équilibre. Ce sera pas 100% clean, entre guillemets, ou, attention micro, ou 100% plaisir. On peut trouver un équilibre entre les deux. Mais bon, donc... Pour revenir au sujet, les gens, en fait, maintenant, se nourrissent vraiment avec ce dont ils ont envie et pas forcément avec ce dont ils ont besoin. Aussi parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce dont leur corps a besoin. En fait, on n'apprend pas à manger aussi. En fait, on n'apprend pas non, complètement. Et il y a un vrai sujet, tu vois. Moi, j'aime souvent dire aussi que la naturopathie, c'est un très gros rôle éducatif. C'est juste de faire comprendre aux gens ce qui est important pour eux, pourquoi bien manger, c'est important et qu'est-ce que c'est bien manger. Donc voilà, et donc pour venir sur l'alimentation brute, donc effectivement favoriser au maximum des aliments entiers et surtout gros sujet, c'est en fait la cuisson des aliments d'un point de vue micronutrition. Donc alors, je vais un peu rentrer dans le détail parce que c'est important. Vas-y, ça m'intéresse parce que j'ai pas forcément cette notion-là, donc vas-y, ouais. En fait, les sportifs en général, en tout cas sur les profils que je suis, ont tendance à quand même avoir un minimum de connaissances sur l'alimentation, mais plus d'un point de vue macronutrition. Donc quand je parle de macronutrition, ça va être les glucides, les lipides, les protéines. Ça, en général, les sportifs connaissent. On a un peu des bases, ouais. Voilà, les bases. Et du coup, ils vont se dire, effectivement, après un entraînement, je dois avoir des glucides, je dois avoir des protéines pour la masse musculaire, etc. C'est important. Ils vont en consommer. Mais en fait, ce qu'on oublie derrière, c'est que le corps a un gros besoin aussi en micronutrition. Donc quand je dis micronutriments, ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux, enzymes, etc. Qui sont essentiels parce que au même titre qu'on se dit, quand on est sportif, on consomme plus de calories, donc plus de macronutriments. En tant que sportif, on consomme aussi énormément plus de micronutriments.
Et en fait, de par des alimentations qui sont soit très transformées ou très basées sur la macronutrition, donc je vais dire, je prends juste des pâtes avec une escalope de poulet et ça fait l'affaire. Voilà. En fait, du coup, derrière, d'un point de vue micronutrition, il peut y avoir des carences. Et puis, du coup, ça joue forcément sur la santé, sur la performance, sur le bien-être. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la grosse problématique de l'alimentation maintenant. Et quand je parlais de cuisson, c'est qu'en fait, tous ces micronutriments, donc que ce soit les vitamines, les enzymes, les minéraux, en fait, ils sont détruits à un certain degré de chaleur. Ok. Donc en fait, alors je dis pas qu'il faut pas manger des légumes cuits, hein, bien sûr tout est une question d'équilibre et c'est assez bien fait aussi, mais si on mange pas de légumes, donc ça c'est le cas extrême, ou qu'on mange uniquement des légumes qui vont être cuits à haute température ou voilà très très cuits, et du coup on perd en fait tout ce qui est intéressant, enfin pas tout ce qui est intéressant puisqu'il restera quand même des fibres, etc. Faut pas être, c'est pas blanc ou noir bien entendu, mais en tout cas d'un point de vue micronutritionnel on perd tous ces aspects-là, donc c'est super important de soit cuire à température douce pour garder donc par exemple à la vapeur c'est idéal pour garder un maximum de ces nutriments, soit de manger aussi un peu de cru, voilà. Mais tu sais que j'ai vu ça en plus, la cuisson à la vapeur. Je sais pas si c'est Marie Kaplan qui en parle, je sais plus qui c'est. Ah sûrement oui, c'est elle qui a créé le... Elle a créé justement une machine... L'autocuiseur, alors ouais. C'est pas l'autocuiseur. J'ai plus le terme, mais... Le vitaliseur de Marion, voilà c'est ça. Et elle, basiquement, c'est un outil qu'elle a créé, en fait, qui permet de garder, en fait, tous ces nutriments lors de la cuisson, de faire en sorte que ce soit cuit d'une certaine façon où on garde tout ça, ouais. Donc c'est super intéressant. Mais avec un cuit vapeur, donc là c'est vraiment de façon ultra optimale. Ouais, bien sûr. Mais déjà, rien que si on fait cuire en fait les aliments avec un cuit vapeur, par exemple, où ça dépasse pas les 40 degrés, déjà là on a quand même une très belle base de tout ça dans l'aliment qu'on consomme. Mais moi, tu vois, par exemple, moi je prends un cas très précis, hein. Ouais. La viande rouge, du Oui. steak. Oui. Moi, on m'a toujours dit, oui, la viande rouge, non, faut que tu la cuises un peu fort, parce que tu t'es pas forcément sûr, etc. Ouais. En fait, moi, de façon globale, ce qu'on m'a un peu expliqué, enfin, de ce que j'ai pu comprendre avec les gens avec qui j'ai parlé, c'est qu'en fait, actuellement, la plupart des choses qu'on peut consommer seraient de moins bonne qualité qu'avant. Et en fait, du coup, je pense que les gens ont peur, et que du coup, peut-être qu'ils cuisent, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est vrai que tout ce qui est viande, etc., je vais bien la cuire pour au moins, de ce que j'essaie de comprendre, retirer un max de déchets, tu vois. Ouais. Toi, comment justement t'appréhendes ça dans ce cas précis, par exemple? Alors, pour le coup, c'est vrai que le cas de la viande, alors ça dépend lesquels, encore une fois, et tu dis ça dépend de la qualité, mais c'est vrai que pour éviter tout risque d'infection entre guillemets par la viande, on a plus de risques en fait d'avoir des choses qui passent par les aliments animaux que par les aliments végétaux. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut le cuire. En fait, sur l'aspect de la viande et des produits animaux en général, moi je dirais que ce qu'il faut surtout c'est limiter la consommation, donc à la fois d'un point de vue santé et parce que forcément quand on est naturopathe on fait aussi attention à tout ce qui est environnement, c'est important pour nous. Plutôt axé en se disant qu'il faut avoir une viande de qualité par semaine et qu'on est sûr de la viande qu'on mange est adaptée avec d'autres apports en protéines sur la semaine, que plutôt consommer, tu vois, par exemple, les steaks hachés surgelés de super mauvaise qualité que tu vas ultra cuire, etc. Bon, voilà, d'un point de vue nutritif, c'est pas super intéressant. Donc, vaut mieux se dire que je mange, je sais pas, par exemple, 2 steaks sur la semaine et que ça provient d'un élevage ou d'une boucherie qui a de la viande de bonne qualité, que de manger des steaks hachés tous les midis pendant la semaine. Notamment parce que ça, c'est aussi un sujet qui ressort beaucoup dans les sportifs que j'accompagne. En fait, tout ce qui est... produits animaux, donc la viande et les produits laitiers, ça va générer une acidité dans le corps. En fait, c'est des produits qui sont ultra acides. Donc, en fait, c'est un peu, si vous avez fait des sciences de la physique, etc., c'est le principe du pH, en fait. Donc, le corps a un pH. Et en fonction de si c'est au-dessus ou en dessous de la limite, c'est alcalin ou acide. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir trop technique. Mais en fait, les aliments, quand on les digère, produisent un certain niveau d'acidité ou d'alcalinité. Je galère toujours à le dire, celui-là. Pas évident, celui-ci. Il n'est pas évident, mais je pense que je ne l'ai pas trop mal sorti. Et en fait, tous les produits animaux, donc les produits laitiers, les viandes, etc., vont générer de l'acidité.
Et si c'est pas tamponné en fait avec par exemple les légumes qui eux à l'inverse vont être plutôt alcalins, bah du coup ça crée de l'acidité dans le corps et ça peut impacter en fait tout ce qui est les tissus musculaires, la récupération, parfois même ça peut aller jusqu'à développer des maladies, etc. De la fatigue extrême aussi parce que du coup quand le corps est en acidité, il va venir consommer plus de micronutriments. Donc là, en fait, on recreuse encore dans les micronutriments qu'on ne consomme pas assez. Ok. Donc en fait, ça peut créer des vraies carences. Mais tu sais, moi, je suis là-dedans, je pense, parce que je mange de la viande tous les jours. Ouais, bah, j'ai beaucoup de sportifs, notamment les pros, qui ont tendance à se dire ouais, il faut que je bombarde sur les protéines. Les protéines, pareil, les céréales, tu vois, par exemple, les pâtes, etc., ça a tendance à être acidifiant. Donc en fait, si tu arrives à avoir un équilibre dans tes repas où tu vas amener des légumes, etc., bah, du coup, ça tamponne, tu vois, ça fait un bon équilibre. Mais si ton alimentation, c'est 100% de, je sais pas, du skyr... bah c'est carrément moi. Ouais, de la protéine animale, des produits laitiers, et qu'à côté, il n'y a pas un apport suffisant en produits alcalins, bah, du coup, ouais, ça risque d'être problématique sur le long terme, en fait. Bon, après, il faut pas rentrer dans la psychose. Un coup de pression, non, là. alors voilà. Encore une fois, enfin, tu vois, moi, faut toujours être modéré. Il faut pas être dans le blanc, dans le noir. C'est pas une catastrophe absolue. Je préfère déjà une personne qui va consommer des bonnes protéines et des bons glucides plutôt que quelqu'un qui va, moi, je sens un extrême, hein, mais des McDo tous les jours. Tu vois, en fait, il faut y aller à son échelle. Il n'y a pas non plus de drame là-dessus. Mais c'est vrai que quand on veut être, par exemple, quand je suis des sportifs de haut niveau et que tu veux optimiser au maximum, ça, c'est vraiment un truc qu'on prend en compte. Parce que derrière, après, d'un point de vue carence micronutritionnelle, risque de blessure, etc., bah, c'est pas anodin. Donc voilà. En fait, ce que tu conseillerais de façon un peu générale, ce serait de manger mieux. Ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est manger mieux, quitte parfois à payer peut-être son truc un peu plus cher. Au moins, tu as de la meilleure qualité, quoi. Ouais. Alors déjà, pour moi, il faut privilégier la qualité avant la quantité, ça c'est évident. Quand on parle de quantité, ça me fait penser à un autre sujet que... Là, vraiment, je vais sortir tous les trucs que j'ai dans les consultations, mais la quantité d'aliments que les gens ingèrent. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, et ça, il y a beaucoup de sportifs qui ne le savent pas et qui sont surpris quand je leur dis, c'est que le système digestif, c'est un des systèmes les plus énergivores du corps humain. Donc, en fait, si tu le surremplis, et même après on en se parlera sûrement, tu le remplis au mauvais moment, donc quand je dis remplir, je parle de s'alimenter bien sûr, tu vas générer, ton corps va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire le processus de digestion, et du coup si ça s'approche trop près d'entraînement ou de compétition, ou même si tu consommes vraiment trop d'alimentation, en tout cas plus que ce que tu ne devrais d'un point de vue énergétique, sur le long terme, ça crée de la fatigue supplémentaire. Et quand on s'entraîne 2 fois par jour en tant que pro, et qu'à côté, on crée de la fatigue en plus comme ça, et qu'en plus, tu as une décarence micronutritionnelle, etc., en fait, ça part vite. Les gens, ils me disent, je suis fatiguée, je comprends pas, parce que je mange beaucoup, etc. Ils pensent bien manger. Mais en fait, voilà. Et ces petits détails-là font que c'est plus optimal en point de vue alimentation. Parce que justement, c'est la question que je vais te poser, on a déjà répondu, mais du coup, tous les principes qu'on a abordés, concrètement, comment ils bénéficient à un sportif, parce qu'on va prendre le cas des sportifs, ou même une personne lambda, au quotidien. C'est quoi? C'est moins de fatigue, une meilleure récupération, peut-être une meilleure humeur aussi, peut-être du coup? Ouais. Alors déjà, il va y avoir une meilleure vitalité, une meilleure énergie, ça paraît évident. D'un point de vue vraiment sportif, déjà sur ce qui va être récupération et reconstruction musculaire, ça va avoir un impact. Et puis, du coup, la micronutrition, ça a un impact aussi sur tout ce qui est hormonal et mental. Donc, en fait, des fois, on a des cas où des personnes peuvent être sujets à plus de stress ou à la dépression, même parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas adaptée. Ouais, ça peut aller jusque-là, ouais. Mais ça aussi, je pense qu'on en parlera après, sur le lien entre tout ce qui est alimentation, digestion et le mental. Donc, ouais, ça peut... En fait... Ça paraît bête, mais en fait, l'alimentation, c'est vraiment le carburant qu'on donne au corps et ce qui va conditionner en fait tout son fonctionnement. Donc, ouais, c'est essentiel. C'est pas un sujet à prendre à la légère. Et moi, comme je t'ai dit, il y a 2 facteurs. C'est que déjà, on n'apprend pas à manger, qu'on a la flemme. Ouais. Non, mais c'est ça, mais que maintenant, on veut tout maintenant, très vite sans faire d'efforts. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Donc, tu vois, tout ce qui est alimentation, même le sommeil, en fait, pour moi, si on n'a pas la conscience d'esprit, tu vois, de faire attention... Pour moi, dans quelques années, les gens, ça va être des vampires, tu vois. Ouais.
À côté de ça, moi, je suis quand même assez contente parce que, bon, alors, les réseaux sociaux, il y a les pour et les contre. C'est qu'en fait, maintenant, tout le monde se prend un peu pour des coachs en nutrition et vont donner des conseils des fois. Coach, hein. Ouais, et puis en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que les gens sont pas modérés dans leurs propos, en fait. Déjà, l'alimentation, même s'il y a des gros principes de base, c'est vraiment à personnaliser. Ça, c'est un gros principe de la naturopathie dont je parlais tout à l'heure. En fait, toutes les personnes n'ont pas besoin des mêmes choses en fonction de leur physiologie de base, de s'ils ont eu des pathologies avant ou pas, si... voilà, il y a des choses, des antécédents médicaux, des antécédents familiaux, enfin, il y a plein de choses. Et aussi, leurs pratiques et leurs objectifs. On ne va pas conseiller la même alimentation à quelqu'un qui fait 15 heures de sport par semaine qu'à une personne qui en fait une. Donc, en fait, c'est tellement personnalisé que moi, je suis assez gênée par vraiment les conseils type... des fois, je vois des trucs sur Instagram, alors ça me fait à la fois rire et ça me donne un peu envie de pleurer aussi, type arrêtez les flocons d'avoine, vous allez tous mourir. Enfin, voilà, c'est... Ah non, mais c'est dramatique. Ouais. Ok, alors, dans certains cas, peut-être qu'effectivement, les flocons d'avoine, si t'es coéliaque, que t'es intolérant au gluten, alors en plus, même pas, parce que les flocons d'avoine, il n'y a plus de gluten dedans, donc c'est un mauvais exemple, mais... si tu dis à quelqu'un arrêtez de manger les pâtes, c'est super dangereux, oui, si tu as intolérant au gluten, ça peut être dramatique pour toi, mais je veux dire, si tu manges des pâtes une fois par semaine dans un contexte où tu as une alimentation équilibrée, il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est ce truc de faire peur aux gens avec l'alimentation. Parce que ça fait des vues aussi, peut-être, non? Ah oui, non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est pour ça. Les gens, ils veulent capter l'attention et voilà, intéresser les gens. Mais en fait, je pense que dans une société où on a tellement une relation déstructurée à l'alimentation, où il y a énormément aussi, moi je vois beaucoup de cas de troubles du comportement alimentaire dont les gens ne sont pas forcément conscients. Des fois, tu leur dis, en fait, tu as un trouble du comportement alimentaire, ils sont choqués. Mais oui, en fait, on a une relation à la nourriture et à la façon de s'alimenter qui est, de façon générale, assez malsaine. Mais à côté de ça, ce que je trouve positif quand même sur les réseaux sociaux, c'est que ça éveille quand même un peu les consciences et que les gens se disent « Ah ouais, quand même, en fait, l'alimentation, c'est important et qu'il y a des choses à faire. » Donc, tu vois, encore une fois, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais en fait, il ne faut pas partir de façon générale, un peu dans tout, mais aussi dans l'alimentation, il ne faut pas partir pour moi dans des extrêmes. Et puis, en fait, en cas de doute, le mieux, c'est toujours de se faire accompagner par un professionnel et d'aller demander conseil, quoi. Mais c'est vrai que les conseils ultra précis de nutrition dénués de contexte, pour moi, c'est problématique. Voilà. Je suis bien d'accord. Et écoute, on va enchaîner sur un sujet qu'on avait parlé au début du podcast. Ouais. C'est un sujet qui est vachement important parce que moi, j'en ai été victime pendant plusieurs années, je pense. C'est du coup l'alimentation. Là, c'est vraiment pour le sport. Donc, ce serait avant le sport, pendant le sport et après le sport. Ouais. Donc, prenons dans l'ordre. On va commencer avant le sport. Ouais. Toi, tu conseillerais de façon générale, ça dépend aussi, j'entends bien, du type d'effort que tu vas faire. Parce que si on est sur des ultra-distances, peut-être que tu vas manger avant, mais tu vas aussi après remanger après. Enfin, il y a plein de choses. Mais de façon générale, quel type d'aliments, pour toi, sont à privilégier avant de faire un entraînement ? Alors déjà, moi, avant de parler de type d'aliments, ce qui me paraît le plus essentiel et que très peu de gens mettent en place, c'est quand est-ce que je mange. Parce qu'en fait, j'en parlais un peu tout à l'heure avec l'énergie que demande le système digestif pour digérer. Mais je vois énormément d'athlètes qui vont consommer à des mauvais moments qui ne sont pas propices à leur performance et à leur bien-être. Donc déjà, pour moi, le premier sujet, c'est à quel moment je mange avant un entraînement. Et donc, on va venir du coup sur le type d'aliment parce qu'effectivement, en fonction du type d'aliment qu'on mange, on va digérer plus ou moins rapidement. Donc déjà, en général, si on prend un repas complet, donc type un déjeuner, un dîner ou un petit déjeuner, l'idéal, c'est de consommer à grand minima 2 heures avant l'entraînement, voire 3 si c'est possible. 3 heures carrément. Ouais. Okay. Moi, c'est ce que Alors, après, on est tous... un peu différent, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui digèrent beaucoup plus facilement que d'autres, donc il y a des personnes qui vont digérer un petit peu mieux, mais en fait les gens vont toujours se baser sur la sensation dans le ventre. Ils vont dire moi j'ai mangé, je sais pas, une banane 10 minutes avant l'entraînement et ça m'a pas gêné. Mais en fait c'est pas juste ça, ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que ils vont avoir moins de pêche, moins de concentration, moins d'énergie pendant l'entraînement ou leur compétition, parce que du coup l'énergie va se centrer sur le système digestif et qu'ils vont avoir moins d'énergie
pour leurs autres capacités. Donc ça, c'est un truc important parce que j'ai souvent ce truc de dire « Ouais, mais non, moi, je digère très bien avant l'entraînement, etc. » Oui, d'un point de vue du ventre, tu as l'impression que ça digère parce que tu n'as pas d'envie de vomir ou des choses comme ça. Mais techniquement, tu puisses quand même de l'énergie. C'est ce que je pensais aussi, justement, cette question-là, je t'ai coupé, excuse-moi, mais parce que avant, je faisais beaucoup de crossfit. Ouais. Et le crossfit, c'est un sport quand même, quand tu fais des WOD, ça envoie, tu vois. Ouais. Et moi, je voyais des mecs, juste avant de... Tu sais, même pendant l'échauffement, ils mangeaient une barre. Ouais. Je disais, putain, mais t'arrives à digérer la barre? Alors après, bah ouais, ça va, tu vois. Ça dépend. Et quand on va sûrement après enchaîner sur ce qu'on mange pendant l'effort. Ouais. Mais après, ça dépend le type d'énergie que tu amènes au corps. Si c'est des sucres rapides, qui ont du coup une absorption dans le sang super rapide et qui vont pas rester longtemps dans l'estomac et donc du coup à digérer, là, c'est des trucs, de toute façon, quand on fait des sports, par exemple d'ultra-endurance, on est obligé de consommer de l'alimentation pendant l'effort. Et dans ce cas-là, oui, on va avoir un type d'alimentation qui fait que ça se digère très vite, ça arrive très vite dans le sang, donc un apport rapide dans le sang, mais que ça va pas alourdir en fait l'estomac et le système digestif. Okay. Voilà. Donc, en fait, ce qui est idéal avant un entraînement ou avant une compétition, c'est d'avoir un repas complet 2 à 3 heures avant. Donc, quand je parle de repas complet, ça va être des sources de glucides, de protéines, voilà, un peu les basiques, et éviter, en fait, surtout avant les compétitions, les aliments qui vont être difficiles à digérer. Donc, typiquement, par exemple, les légumineuses, les produits transformés, les produits laitiers, c'est pas super non plus. Les graisses saturées qui vont rester dans l'estomac, qui vont compliquer la digestion, tout ça, on évite. On essaie de manger des choses vraiment simples, en termes de structure d'assiette, avec des aliments bruts. Et vraiment, ça, c'est le plus important. Mais moi, je parle beaucoup de chrononutrition parce que pour moi, c'est vraiment, au-delà de ce qu'on mange, c'est vraiment quand on mange qui pose vraiment problème, en fait. Est-ce que, là, tu as dit un truc intéressant que je n'ai pas forcément notifié avant, mais ouais. Est-ce que le fait de manger des aliments qui sont ultra transformés, pour le corps, ça demande beaucoup plus d'énergie que de manger un aliment qui ne l'est pas forcément? Ou ça n'a pas forcément d'impact? Pas forcément, en fait. C'est plus le problème de l'aliment transformé. Alors, je vais préciser. Ça dépend le type de nutriments que tu as dedans. Si c'est un aliment ultra transformé qui est surchargé en graisses saturées, ouais, là, ça va être super difficile à digérer. En gros, c'est les graisses saturées qui sont dures à... Ouais, les graisses saturées, en général, c'est vraiment ce qui reste le plus longtemps dans l'estomac et qui est compliqué à digérer. Et après, le problème des produits transformés, c'est plus qu'ils sont un peu vides de nutriments, quoi. Donc, en fait, tu t'alourdis ton estomac pour amener pas grand-chose de constructif à l'organisme. Donc, c'est plus ça le problème. Et qu'est-ce qu'on prendrait, du coup, pendant l'effort? Pour éviter peut-être les coups de fatigue ou, au contraire, les troubles même digestifs qui pourraient apparaître? Ça aussi, alors je vais souvent le dire, c'est pas histoire de faire une réponse de Normand, mais ça dépend beaucoup des personnes, mais ça dépend énormément des personnes. Alors, déjà, ça va dépendre du type d'effort. Si on fait un effort de moins d'1 heure, techniquement, un apport en nutrition n'est pas forcément nécessaire. À partir du moment où on a une bonne nutrition avant l'effort, donc soit le repas juste avant, soit quand on fait des grosses compétitions, type compétition d'endurance, on va faire attention à ce qu'on mange les jours d'avant pour vraiment avoir ces... J'ai fait un marathon, crois-moi, que j'ai fait une grosse recharge en glucides. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire en tout cas. Une recharge en glycogène, exactement, pour avoir du glycogène intramusculaire et du coup, voilà, avoir de quoi nourrir l'effort. Logiquement, un effort de moins d'1 heure, on n'est pas censé... c'est pas nécessaire de se nourrir. On peut avoir besoin d'eau... je pense par exemple à des sports de combat où effectivement par exemple entre les reins ils vont prendre de l'eau etc parce qu'ils perdent ils transpirent beaucoup, mais techniquement t'as pas besoin de t'alimenter, je veux dire en glucides ou en nutriments. En revanche, quand on passe la barre des 1 heure, on va effectivement avoir un besoin en énergie, notamment en glucides, puisque c'est le carburant principal pour les efforts physiques. Alors là, du coup, l'idée, c'est de partir sur des glucides qui sont rapidement assimilables, donc qui vont pénétrer rapidement dans le sang, qui ne vont pas surcharger la digestion. Mais c'est vrai qu'en fonction des personnes, typiquement, je vais prendre mon exemple, puisque moi, je fais du triathlon d'endurance, donc des Alpha Ironman, et je prépare un Ironman pour octobre, donc on est sur des efforts qui sont vraiment... c'est 10 heures, quoi. Un Ironman, ouais, alors ça dépend le niveau que tu as, mais oui, t'es au-dessus de 10 heures. Ouais, t'es au-dessus de 10 heures, ouais. T'es au-dessus de 10 heures, sauf si t'es un... Sauf si t'es un surhomme ou une surwoman. Oui, sauf si t'es un professionnel et que t'es que dans les premiers mondiaux en triathlon, mais on va dire que voilà, pour une personne normale, ça peut être entre 10 et 14 heures pour faire un Ironman. On se doute bien que 10 à 14 heures, il va falloir alimenter. Et là, en fait, il y a un subtil équilibre à trouver, donc déjà sur les tolérances personnelles, parce qu'il y a des gens qui vont supporter un certain type d'aliments, d'autres pas. Et aussi sur
Alors ça, c'est plus le côté mental, mais la façon dont tu t'alimentes, par exemple, je prends un exemple, mais quelqu'un qui va manger que des gels pendant 10 heures, il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, mais c'est compliqué. Donc, tu peux avoir besoin, par exemple, aussi d'avoir cette sensation de mâcher pendant un effort, etc. Et dans ce cas-là, en fonction des sports et en fonction de ta sensibilité, on va voir si on peut avoir plutôt une barre type effort ou alors des petites gummies à mâcher, des choses comme ça. Mais alors, le critère le plus important à prendre en compte quand on fait un apport en glucides comme ça sur des efforts longs, c'est en fait la façon dont on va doser les glucides sur le temps. L'idée, en fait, c'est pour ne pas brusquer l'organisme, aussi bien d'un point de vue glycémique, mais aussi d'un point de vue digestion, c'est de lisser en fait l'apport des glucides sur la durée. Donc, ça va dépendre des efforts, ça va dépendre des personnes, mais on va dire que sur une heure d'effort, donc à partir du moment où on dépasse les 1 heure, sur une heure d'effort, on va être entre 60 et 100 grammes de glucides par heure. Ah ouais, L'idée, ok. c'est de ne pas prendre 60 grammes de glucides à un moment T pendant l'heure, parce que là, du coup, d'un point de vue glycémie, tu risques d'avoir des pics qui risquent... alors, aussi bien quand tu le prends, ça peut faire du bien, quoique d'un point de vue digestif, ça risque d'être compliqué et tu risques d'avoir des problèmes digestifs, Ouais, des tu peux le douleurs, sentir, etc. Ouais, tu imagines 60 grammes de glucides d'un coup dans l'estomac, c'est pas anodin. Je dirais, ouais. Et derrière, tu peux avoir le pic de glycémie inverse qui fait que tu as les jambes qui coupent ou tu vois le fameux coup de barre qu'on peut avoir pendant des compétitions d'endurance. Donc, en fait, et c'est pas simple à mettre en place parce que, typiquement, tu vois, par exemple, quand tu fais un triathlon, quand tu nages, c'est compliqué de prendre un gel. Tu m'étonnes. Quand tu fais du vélo, tu pourrais penser à te dire, je vais prendre un certain type d'alimentation. Enfin, tu vois, il y a vraiment il y a une vraie charge mentale aussi sur la nutrition quand tu fais des efforts de longue distance comme ça, parce qu'il faut réfléchir à comment optimiser au maximum d'un point de vue de performance, mais aussi d'un point de vue digestibilité et d'un point de vue pratique. Parce que, en fait, tu vois, moi, tu vois, à ce moment, dans mon petit délire, j'ai essayé de me dire, je vais faire mon alimentation moi-même pour mes efforts, etc. Mais est-ce que c'est pratique à consommer quand tu es sur un vélo, tu vois? C'est super bon, c'est top d'un point de vue nutritionnel, etc. Compte, hein. Mais Ouais. c'est une logistique, donc voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, alors pour parler en l'occurrence du triathlon, puisque c'est ce que je pratique, qui vont utiliser des gels, par exemple. Est-ce que tu penses justement des gels Parce que Alors. moi, j'ai fait un marathon, j'ai fait semi-marathon. Je vais pas forcément citer de marque, je pense que c'est plus ou moins pareil. Après, peut-être que tu as des marques qui sont mieux que d'autres, je suis pas un expert là-dedans. Mais tout à l'heure, tu disais que c'est vrai que manger que des gels, au bout d'un moment, peut-être que tu veux manger un truc plus ou moins normal. Ouais. Je te jure qu'à la fin, le marathon, je l'ai fait en 4h20, je crois, 85. Je t'avoue qu'à la fin, on mangeait des gels. Ouais. En gros, je prenais un gel toutes les demi-heures. Donc moi, je suis parti avec... j'ai pris 10-12 gels, comme ça, j'étais tranquille. Ouais. Et du coup, tu manges déjà toutes les demi-heures. Je te jure qu'à la fin, tu te dis, putain, je peux plus, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment bon, en fait? Est-ce que c'est... Oui, c'est du sucre, enfin, c'est des glucides. Ouais. Mais est-ce que... Après, je me dis d'un côté, si ça existe, c'est qu'il y a un besoin. Peut-être que c'est facile pour le corps à Bien digérer, sûr. mais... et encore, on a vu, il y a des gels parfois que tu digères pas. Donc, pour ça que tu as aussi la notion de... Moi, j'ai essayé plein de gels avant. Ouais. Pour éviter justement que tu te retrouves le jour du marathon, après t'as un gel que t'as pas jamais essayé, tu le prends, t'as mal au ventre. Mais en fait, comment on pourrait faire différemment aussi pour s'alimenter, tu vois, en tout cas dans ce cas précis, avoir ce que le corps a besoin, autrement que par ces gels-là. Alors, déjà, mon avis sur les gels. Si on reste sur l'approche vraiment 100% naturopathique, moi, quand j'étais en école de naturopathie et que j'expliquais à des gens de mon école ou des profs, etc., que je prenais des gels avec 30 grammes de glucides d'un coup dans l'estomac, elles étaient affolées. Parce que effectivement, dans un contexte classique d'une personne qui est plutôt sédentaire, consommer des gels ou des sucres rapides, etc., c'est à limiter au maximum, on est d'accord. Par contre, en revanche, quand tu fais un effort, c'est ton carburant, donc c'est essentiel. Il n'y a pas de... Tu vois, il y a tout un truc aussi de dire, oui, il faut arrêter de surconsommer des sucres, etc. Je suis désolée, quand on fait Là, je vais un peu à l'encontre de l'approche peut-être naturopathique, et je suis plus dans l'approche nutrition sportive. En tout cas, j'essaie de faire le pont entre les deux. Pour moi, c'est essentiel. Donc, ce qui fait que le gel est aussi utilisé, c'est vraiment le côté pratique, puisqu'il faut dire ce qui est. C'est dans un petit étui, tu as juste à l'ouvrir, à le manger. C'est rapide. Hein. Et dans les sports où tu utilises les gels, il y a aussi le sujet du poids. Les gels, en fait, sur un gel, tu as 30 grammes de glucides, donc tu as un apport en glucides important qui est assez léger. Donc, en fait, d'un point de vue vraiment praticité et performance, c'est intéressant. Maintenant, comme tu le dis, déjà, première chose à prendre en compte, c'est que les gels ne conviennent pas à tout le monde selon nos capacités digestives et surtout les types de gels. Pour moi, je vois des gens, des fois, qui
consomme pour la première fois un gel sur un marathon, Ça un semi-marathon, je me dis, mais oh purée. Ah oui, et en fait, ça c'est triste parce que en fait, tu vois, les gens se rendent pas compte que tu peux t'être entraîné pendant 6 mois, avoir des super performances, être ultra prêt d'un point de vue physique pour ta compète. Il suffit que tu fasses une bêtise sur ton alimentation pour tout faire capoter. C'est aussi simple que ça. Tu prends un gel, tu le digères pas, tu as des crampes d'estomac, tu as envie de vomir, tu te sens pas bien, c'est fini. Ton marathon, tu l'arrêtes à la moitié, t'es sec. Ça, je me rendais pas compte, parce que j'ai essayé moi un jour un gel sur une sortie longue, et ça m'a séché. Ouais. Enfin, tu sais, ça te... Ah ouais, c'est spécial. Ouais. Bah, et tu vois, c'est pour ça qu'en triathlon, on dit que limite, la nutrition, c'est la quatrième discipline. Ouais. Parce qu'en fait, sur des efforts aussi longs, alors que ce soit le triathlon, l'ultra-trail, peu importe les sports vraiment longs, si tu ne gères pas ta nutrition, tu peux être sûr que ça sert à rien de t'entraîner pendant 6 mois avant. C'est dur à dire, hein. C'est super frustrant, mais si tu ne gères pas ton alimentation, tu peux faire capoter ta compétition juste pour ça. Donc voilà, ça c'est super important de tester en fait sa nutrition avant. On va jamais faire une compétition sans avoir testé dans des conditions réelles sa nutrition. Ça c'est le truc de base. Après, pour revenir sur le gel, alors moi c'est pas l'apport nutritionnel dont je suis le plus fan pour le sport. Bien que, selon les cas, il soit pratique et que j'en consomme quand même, parce que, voilà, des fois, t'as pas le choix. Mais selon le dosage des gels, déjà, 30 grammes de glucides pour un estomac qui est un peu sensible, d'un coup, c'est un peu lourd, tu vois, et ça peut créer, en fait, des troubles digestifs. Alors, il y a des gens, ils peuvent te consommer, sûrement par habitude aussi, hein, des triathlètes professionnels, par exemple, ils peuvent te consommer 10 gels à la suite, ils n'ont pas de problème. Mais tu vois très régulièrement, même sur des triathlons professionnels, des sportifs ou des athlètes qui ont des soucis digestifs qui les poussent à arrêter. Ouais, ça arrive. Donc moi, ce que je préconise, c'est au maximum, tant que c'est possible et tant que c'est jouable dans l'organisation de la course, d'avoir des prises de glucides plus régulières, mais plus petites. Donc par exemple, moi, ce que je trouve le plus adapté, et je vais expliquer pourquoi c'est compliqué derrière, c'est par exemple la prise de boissons isotoniques via l'hydratation. Donc ça veut dire que tu as ton bidon d'eau, et dedans tu vas venir mettre une préparation isotonique qui fait que tu vas avoir un apport en glucides dedans. Et du coup, en fait, l'apport en glucides va se faire petit à petit quand tu bois de l'eau par petites gorgées. Et du coup, là, c'est vachement plus lissé. Il y a moins de risques de problèmes digestifs. Et d'un point de vue gestion de la glycémie de l'effort, c'est quand même plus sympa. Pourquoi c'est compliqué ? Par exemple, exemple très concret, je fais un Ironman, 180 km de vélo. Si on part du principe que je consomme un bidon toutes les 45 minutes, combien je prends de bidons sur un vélo ? Ça fait lourd quand même, ouais. Ça fait lourd, et même pour les placer... Ah non, mais c'est pas possible. Je sais pas, c'est pas possible. Donc tu vois, dans ce type de contexte où tu fais un effort vraiment très long, ou même par exemple des gens qui font du trail, ils vont pas se balader avec 3 litres d'eau sur eux, avec de l'isotonique dedans. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre et de gestion, mais il y a vraiment ce côté pratique à prendre en compte quand on fait ce genre de compétition. Mais bon, voilà, pour revenir sur les gels, c'est vrai que c'est quelque chose de très pratique, mais si on peut l'utiliser soit avec, soit préférer dans des efforts plus courts, par exemple, de s'alimenter soit par des boissons isotoniques, parce que là, du coup, c'est vrai que l'assimilation se fait de façon beaucoup plus naturelle, soit, par exemple, moi, sur la course à pied, j'utilise des genres de petites gummies. Ah, ok, ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme des petits bonbons gélatineux, en fait. Un petit goût... Voilà, c'est ça, exactement. En fait, comme c'est des plus petites prises, j'en prends. Alors, par contre, c'est vrai que faut y penser très régulièrement. Moi, j'en prends, par exemple, une toutes les 10 minutes. Mais ça va quand tu cours, c'est pas gênant à mâcher, le truc ? Alors après, ça dépend des marques, ça dépend des textures, encore une fois. Mais non, ça fait... En général, elles font en sorte que ce soit assez facile à manger. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi sur la course à pied. Donc, voilà. Parce que sinon, je pense à un truc, mais t'as les ravitaux aussi quand tu fais des marathons. Alors. Après, je sais pas... Ouais. Parce qu'en fait, moi, c'est un sujet, parce que la ravito, moi, je sais pas forcément prendre ce qu'il y avait dans les trucs. Ouais. Parce que je me dis... Bon, déjà, je t'avoue que les gels, maintenant, que ça me rassure, parce que je me dis, putain, à la fin, de mémoire, j'ai quand même fini la course, le ventre un peu lourd. Enfin, tu sais, tu sens que t'as pris des gels, quoi. Ouais. Et en fait, il y a un moment, t'as quand même soif, donc tu prends de l'eau, tu prends un peu ce qu'il y a, mais d'un côté, tu sais, comme t'as dit, moi j'avais vu, il y a un Français qui est français-anglais, la double ACT, qui avait fait un Ironman, et pareil, il s'est fait sécher par un gel. Ouais. Et je me dis, putain, si lui s'est fait sécher par un gel, moi, Quentin, débutant, qu'est-ce que je vais prendre des risques, tu vois, par un truc que je maîtrise pas. Ouais. Et du coup, j'ai pas forcément osé en prendre. Mais justement, est-ce que j'ai bien fait peut-être de pas forcément prendre ce qui est proposé, enfin, de prendre un truc que je maîtrise pas, ou est-ce que j'aurais pu quand même prendre les boissons sans, entre guillemets, de risque ?
Alors moi, je déconseille de prendre des marques ou des aliments qu'on n'a pas testés avant, parce qu'on ne sait pas du tout comment l'organisme va réagir. Et c'est ça aussi le sujet, c'est que tu vois, quand tu fais des compétitions type des marathons ou des triathlons, tu as effectivement des ravitaux, mais en général, c'est des marques bien spécifiques. Et alors typiquement, ma petite anecdote personnelle, c'est que j'ai fait un Alpha Ironman il y a 2 ans, sur lequel j'avais prévu toute ma nutrition nickel, sauf que il a fait plus chaud que ce que j'avais prévu sur la compétition. Et du coup, ce que j'avais prévu en boisson isotonique sur mon vélo, en l'occurrence de bidon, c'était pas suffisant. Je sentais vraiment que j'avais soif sur la fin. Et dans ma tête, je savais qu'il ne fallait pas que je prenne, surtout que moi j'ai un estomac très sensible et j'ai testé énormément de marques de nutrition avant de trouver vraiment ce qui me convenait. Je savais qu'il fallait absolument pas que je prenne une marque que je ne connaissais pas. Sauf que j'arrive au dernier ravito vélo, alors quand on est en triathlon, du coup on prend les ravitaux en roulant en même temps, on ne s'arrête pas. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc des fois il y a aussi le petit facteur de j'arrive pas à choper ce qui est arrivé, le bidon. Et en fait, j'ai pas réussi à choper le bidon d'eau pure parce que je me suis dit je vais boire que de l'eau pure, de toute façon j'ai des glucides dans des gels, etc. Donc je vais réussir à compenser. J'ai pris un bidon d'isotonique. Alors je sais pas si c'est par manque de lucidité parce que j'étais trop dans ma course ou parce que je me suis dit il faut absolument que je boive, etc. parce que j'étais stressée de me déshydrater. Toujours est-il que j'ai pris le bidon, j'ai bu une marque qui n'était pas la marque que je prenais d'habitude et je peux te dire que 10 minutes de vélo plus tard, j'ai senti dans mon estomac qu'il se passait un truc et j'ai fait, là ça va être compliqué parce que derrière il y avait quand même un semi-marathon de course à pied à faire et j'ai vécu un enfer sur le semi-marathon. Je m'arrêtais, en fait du coup ce qui s'est passé c'est comme j'ai des troubles digestifs, j'arrivais plus à m'alimenter et à boire, sinon je revomissais. Donc en fait pendant un semi-marathon je n'ai ni mangé ni bu. Et du coup, au bout d'un moment, ton corps, il dit « Ouh là là, ça va pas ». Je commençais à avoir des crampes. Enfin, vraiment, genre, le scénario de... Juste parce que j'ai consommé une boisson qui n'était pas d'une marque que j'avais testée, tu vois. Donc, quand je dis que la nutrition pendant l'effort, c'est un facteur super important, c'est vraiment pas anodin du tout. Tu m'étonnes. Et justement, est-ce que le fait peut-être de ne pas manger correctement, ou peut-être de se sous-alimenter pendant une épreuve comme ça, ou une séance de sport, on va dire, un peu moins longue, ça peut avoir des séquelles, peut-être sur la récupération ou peut-être où tu peux le pallier en mangeant bien après l'effort. Déjà, pendant l'effort même, si c'est un effort qui est pas trop long, j'ai envie de te dire, ton corps va savoir plus ou moins compenser. Si c'est un effort long, déjà, tu peux être sûr que sur un Ironman, si à un moment tu as un problème d'alimentation, ton corps, il va pas te laisser finir. Tu vas lâcher. Voilà. Et après, effectivement, ça produit un tel stress sur l'organisme que c'est compliqué à récupérer derrière. Donc, forcément, bien sûr, si tu t'alimentes correctement derrière, etc., tu vas récupérer. Mais oui, ça laisse quand même des séquelles d'un point de vue musculaire et physiologique sur l'organisme. Donc, c'est pas anodin, ouais. Justement, comment on s'alimente après une séance de sport ? Comme on a dit, moi, de ce qu'on m'a conseillé, c'est glucides, protéines. Mais est-ce qu'il faut vraiment les prendre après ta séance ? Enfin, est-ce que tu as une fenêtre ? Tu vois, nous, en muscu, on avait un peu un truc, c'était, tu as fait ta séance, t'as pas pris ton shaker de whey ou t'as pas tes protéines, dans la demi-heure qui suit, mec, c'est fini, ça sert à rien. Voilà, qu'est-ce qu'on doit manger en gros après une séance ? En musculation, déjà, il y a une approche différente qui est qu'il y a ce côté performance musculaire qu'on vient rechercher. Donc, en fait, de vraiment venir reconstruire intelligemment et surtout nourrir le muscle pour qu'il prenne du volume. Donc, effectivement, il y a une fenêtre, en fait, après l'entraînement, que ce soit en musculation ou sur d'autres sports, qui est importante pour venir vraiment permettre la reconstruction optimale et la récupération optimale d'un point de vue musculaire et sur l'organisme total. On dit que l'idéal, c'est de venir consommer 1 heure dans l'heure après l'effort. Donc, en fait, moi, ce que je conseille en général aux athlètes, c'est soit, si juste après leur entraînement, ce qui est idéal, ils peuvent se permettre de manger leur repas. Bon, après, ça dépend de quelle heure à laquelle tu t'entraînes, forcément, mais si tu t'entraînes en fin d'après-midi ou juste avant le déjeuner, de venir manger un repas complet juste après l'entraînement, si possible dans l'heure, c'est idéal. Et si on sait qu'on ne va pas pouvoir manger un repas complet suffisamment proche de la fin de l'entraînement, pour des causes d'horaire ou d'organisation, parce que la personne s'entraîne un peu loin de chez elle, ou etc. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de venir avoir un apport effectivement en glucides et en protéines, et si possible un peu en bons lipides aussi, parce que ça, c'est essentiel. Juste après l'entraînement, alors ça peut être un shaker, ça peut être une barre, ça peut être plein de choses, mais vraiment avoir un petit apport pour vraiment venir soutenir la récupération juste après l'effort, ouais, c'est important. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Et justement, le sujet des compléments alimentaires, ça, je vais t'en parler après. Je garde un peu le truc pour un peu le suspense.
Mais moi, j'ai un truc, c'est que, tu vois, pareil, on m'a toujours dit, Quentin, tu vois, en sport de combat ou peu importe, quand tu fais du sport, Ouais. ton corps, en fait, il est en état un peu d'alerte, tu vois. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fini une séance, tu sais, il me faut un petit peu de temps pour redescendre. Ouais. Je sais que, tu vois, si je mange, dès que je finis ma séance, tu vois, pour moi, c'est un peu comme, tu sais, le matin au réveil. Ouais. Si je me réveille et que je mange direct, je sais pas, ça va mal se passer dans mon ventre. Tu sais, j'ai pas réussi à bien digérer. Ouais. Est-ce que t'as un peu ça après le sport où il faut quand même laisser un peu le corps redescendre pour après manger peut-être quelque chose de solide ou en vrai, ça dépend des gens. Tu peux manger directement après ta séance, y a pas de souci. Je pense que pour le coup, c'est vraiment des sensations personnelles. Si effectivement tu as fait un effort qui t'a un peu sollicité d'un point de vue digestif, etc., tu peux avoir peut-être cette sensation que ça va te gêner. Mais techniquement d'un point de vue purement physiologique, il n'y a pas de problème manger, à consommer juste après, non. Non. Au même titre que tu peux consommer techniquement quand tu fais un effort. Il n'y a pas de... Voilà, après, il y a toujours ce truc d'énergie avec la digestion, etc. Mais tu le vois bien, de toute façon, quand tu fais des efforts longs et que tu consommes pendant ton effort, ton corps est capable d'assimiler. Donc non, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est plus ton ressenti par rapport à ton effort et à ton envie de manger aussi. Il y a des sports où il y a des personnes qui n'ont pas du tout faim après certains efforts. Donc, mais par contre, ça, j'insiste, même si on a l'impression qu'on n'a pas envie de manger, j'ai des cyclistes qui me disent quand je fais un entraînement de 4 heures, après je suis... Bon, alors après, ils s'alimentent aussi pendant leur effort, puisqu'ils font 4 heures, mais juste après l'effort, j'ai pas envie de manger et je mange... Enfin, genre, ça m'a coupé l'appétit et genre, je mange pas. Et du coup, tu te rends compte que sur leur journée, ils ont un apport calorique, donc ils vont faire 4 heures de vélo, ils peuvent aller jusqu'à dépenser, je sais pas, 1800, 2000 calories de sport. Wow. Et à côté de ça, ils vont pas manger suffisamment pour compenser ça. Donc là, bah oui, le lendemain, ils sont en mode fringale, je suis pas bien, je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Donc là, il y a vraiment une nécessité quand même de... Alors, se forcer à avoir quand même au moins un apport alimentaire derrière. Faut pas non plus se remplir le ventre plus que ce dont on a besoin et voilà, se rendre malade, c'est pas ça le sujet. Mais c'est quand même super important de venir apporter les nutriments nécessaires au corps après un effort comme ça, quoi. C'est un peu comme, d'autant plus que quand ils font leur effort, ils mangent, mais c'est pas pour s'alimenter. Enfin, ils s'alimentent, mais c'est plus, je pense aussi pour l'effort. Ouais. Et ils sont pas en train de, on va dire, de se nourrir comme s'ils se nourrissaient en n'ayant rien fait avant, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut déjà différencier le métabolisme de base, en fait, qui est ce dont le corps a besoin juste pour fonctionner sur la journée sans forcément faire d'efforts, etc. Donc là, c'est un apport, tu vois, en fonction de la taille, du poids, du sexe de la personne. C'est une personne typiquement qui est sédentaire, elle a quand même besoin de calories pour que son corps fonctionne. Donc ça, c'est le métabolisme de base. Et après, il y a effectivement toutes les calories en plus qui sont nécessaires par rapport à l'effort qu'on fait. Et en fait, c'est vrai que c'est souvent ça l'ajustement qui est compliqué à faire pour les sportifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre ce dont ils ont besoin à l'origine, qui est la première brique de calories et de nutriments dont ils ont besoin, et la deuxième brique par rapport à l'effort. Et c'est vrai qu'il y a certains sportifs... comme ils vont s'alimenter sur des sports longs, encore une fois, parce que c'est les sports où on s'alimente pendant l'effort, ils vont se dire, ouais, super, ok, pendant mon vélo, j'ai mangé 4 barres, donc j'ai mangé autant de calories, et du coup, je vais moins manger sur les repas d'après parce que je vais grossir. Non, parce qu'en fait, ce que tu as mangé pendant l'effort, c'était pour compenser ce que tu faisais en termes d'effort. Donc à côté, tu as quand même ton métabolisme de base qui a besoin d'énergie, tu vois. Faut le nourrir. Donc ça, c'est vraiment un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver et sur lequel j'accompagne aussi beaucoup les gens pour qu'ils puissent être conscients que en fait, soit ils mangent trop, soit ils mangent pas assez, mais qu'il y a vraiment un bon équilibre à trouver entre ce dont ton corps a besoin de base en termes physiologiques et ce dont tu as besoin par rapport à ton effort derrière. Et je trouve qu'aussi, il y a ce que tu dis, c'est intéressant et ça me fait penser du coup à ça. C'est, tu vois, moi quand j'ai commencé, la musculation, c'est un sport que je fais depuis quelques temps, tu vois. Au début, forcément, tu commences à vouloir apporter des protéines à ton corps, à manger un peu différemment. Et parfois, tu vois, le fait, je sais pas, tu sais, le matin de te réveiller, je sais pas si c'est incroyable ce que je fais, on pourra en débattre, mais moi, je me réveille, je prends des œufs, tu vois, par exemple. Et moi, ça fait 10 ans qu'on me dit, Quentin, tu manges des œufs tous les jours, c'est pas bien, tu vas mourir. C'est un peu un mythe, ça. non, mais tu vois, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans mon cas, du coup, j'essaie de manger sainement. Ouais. Et limite, ça choque les gens, tu vois, que je mange bien. Alors que tu vois, au matin, il y a plein de personnes, ils se réveillent, ils mangent des céréales, ils mangent leurs trucs. Des princes. Ils mangent des princes, ouais, tu vois, des brioches. Et tu sais, ça choque pas les gens, tu vois. Ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est vrai que c'est choquant, en fait, quand tu as une hygiène de vie qui est optimale pour toi et qui, normalement, est naturelle et normale.
On est tellement dans une société où on fait plus attention à notre santé, alors, bon, nous, on est dans un contexte particulier parce que, bon, moi, je suis sportif, donc j'ai forcément un environnement sportif, donc ça peut biaiser le truc, mais rien que d'aller faire tes courses au supermarché, par exemple, et de voir le caddie des gens, tu te rends compte la façon dont les gens mangent de façon générale, c'est quand même assez inquiétant. Et effectivement, il y a ce truc on a normalisé le fait de mal manger, de maltraiter son corps. Je parle par exemple de fumer, de ne pas faire de pratiques sportives, de mal dormir, de s'exposer aux écrans. Qu'en fait, c'est devenu une normalité. Et qu'à partir du moment où on a un comportement qui est différent de ça, on est bizarre. Alors que techniquement, si on réfléchit aux besoins de nos corps, ce que les gens trouvent bizarre, c'est le plus adapté. Et ce que eux font, par contre, c'est un peu dur de dire ça, je veux pas être extrême non plus, mais c'est presque de la destruction en fait. Pour moi, c'est presque de l'autodestruction et les gens n'en sont pas conscients. Ils sont tellement dans cette habitude et dans leur confort que... Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant aussi dans l'accompagnement de naturopathie. Moi, ce que j'essaie vachement de mettre en place, c'est de ne pas culpabiliser les gens. Déjà, je pars du principe que quand on va consulter un naturopathe et qu'on a envie de changer son hygiène de vie, c'est déjà un super pas. Et du coup, à partir du moment où moi, les gens sont dans mon cabinet et me disent, bah voilà, j'ai envie d'améliorer, je me dis, ok, déjà, là, on est sur une bonne base. Et du coup, il n'y a pas à culpabiliser les gens. Il faut vraiment les éduquer, leur faire comprendre pourquoi des pratiques sont bonnes ou pas bonnes. Mais l'idée, c'est aussi d'adapter au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'ai une personne, imaginons, qui vient me voir, bon, c'est assez rare, parce qu'en général, les gens qui viennent faire une consultation naturopathie sont déjà un peu sensibilisés sur tous ces sujets-là. Ils ont déjà une hygiène de vie pas catastrophique, on va dire. Mais imaginons que j'ai une personne qui vient me voir dans mon cabinet et, je sais pas, qui fume énormément, a un mauvais sommeil, mange de façon compliquée, on va dire. Enfin bref, tous ces facteurs-là. Je vais pas lui faire un programme où elle va manger de façon comme un professionnel, un sportif professionnel, complètement arrêter la cigarette. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que si tu fais ça à une personne, le changement, il est tellement brutal qu'il va pas le faire. Et s'il le fait pas, il va y avoir aucun changement sur sa santé. Et moi, dans ce cas-là, j'échoue. Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir des changements sur la santé des gens. Et donc, je préfère en fait me dire que la personne, elle va diminuer la cigarette de façon progressive, que je vais lui laisser des petits aliments qui sont pas optimaux pour la santé, entre guillemets, mais qui sont plaisir dans un premier temps, et qu'elle va déjà franchir une étape, et qu'elle va l'adopter sur le long terme, et que ça va déjà proposer des améliorations, et que si derrière, elle a envie de continuer, on va continuer. Là, moi, je sais que je vais avoir au moins 30-40% d'efficacité sur l'évolution de sa santé. Alors que si je lui propose un truc trop draconien, ce qui est malheureusement le cas de certains naturopathes qui sont un peu en mode de gourou, il faut que tout le monde mange, je sais pas, des aliments vivants, ne plus cuire les aliments, etc. Et qu'en fait, d'un point de vue pratique pour les gens et même d'un point de vue frustration, c'est pas possible. Ah ouais, tu m'étonnes. En fait, le mec, il va venir te voir et me fait, ok, en fait, ce naturopathe, c'est un fou, j'ai pas envie de faire ce qu'il fait, je vais rien faire. Ok, bah du coup, ce que t'as fait, ça a servi à rien. Donc il y a vraiment ce truc aussi d'ultra-adaptabilité et d'y aller aussi par étapes, c'est super important. On ne fait pas des changements trop brutaux sur les gens, ça ne fonctionne pas. Ah, mais tu m'étonnes. Et justement, quand on parle de ça, moi, ça me fait penser, justement, tu vois, qu'il y a des boissons... Enfin, il y a une boisson, tu vois, que j'aime bien. Tu vois, c'est tout ce qui est, tu sais, Coca Zéro, trucs comme ça, etc. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces boissons-là ? Est-ce que c'est des boissons, tu vois, qui justement peuvent peut-être t'empêcher justement de manger ou de boire des boissons un peu moins bonnes ? Ouais. Comme on va dire, je sais pas, du Coca classique, ou peu importe, hein, je cite une marque parce que tout le monde connaît, mais qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de ces alternatives, tu vois, qui sont zéro, sans sucre, etc. Alors, moi, je suis toujours... je suis un peu modérée sur tout, j'essaie toujours de voir le pour et le contre, mais j'essaie de l'être aussi sur ces aspects-là. Même si d'un point de vue naturopathie, des naturopathes, ils vont me dire, peut-être il y a des naturopathes qui vont me voir et qui vont voir ma réponse, ils vont crier au scandale. mais alors, je pense que ça dépend du contexte. Idéalement, toutes ces boissons-là, moi, je les préconise pas, puisqu'en fait, c'est un peu de l'alimentation vide avec... plein de produits en fait qui peuvent être potentiellement nocifs pour l'organisme et qui vont rien t'apporter qui vont pas nourrir, qui vont rien t'apporter d'intelligent. Donc pour moi, non seulement c'est des aliments qui sont vides, mais en plus avec tous les produits un peu chimiques qu'il y a dedans, etc. Alors il y a des recherches là-dessus, mais c'est pas encore ultra appuyé, ultra fiable, etc. Mais il y a certaines études qui suggèrent que ça peut perturber par exemple le microbiote intestinal. Je vais arrêter de manger, je vais arrêter de voilà. ces boissons. Mais après, encore une fois,
Si par exemple, on est dans un cas d'une personne qui est complètement accro au sucre, qui consomme, je sais pas, un paquet de Haribo et 3 sodas sucrés par jour. Pour moi, je préfère que dans un premier temps, elle consomme une boisson avec un peu d'aspartame par jour pour s'aider à gérer le truc et qu'elle mange moins de sucre, qui sera beaucoup plus risqué pour sa santé. C'est beaucoup plus risqué pour la santé de boire 4 coca sucrés. Bon, dans un contexte où on ne fait pas de sport, hein, dans un contexte où voilà, on est sédentaire, etc., hors sport, c'est beaucoup plus dangereux pour la santé de consommer un paquet de Haribo et 3 coca avec du sucre que un coca zéro par jour sur un certain laps de temps. Tu vois, donc encore une fois, c'est une question de contexte et c'est une question de... Ça dépend d'où tu pars, en fait. Oui, voilà. Mais moi, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de dire à des athlètes, bah ok, parce qu'ils avaient un problème de relation avec le sucre, et que j'ai senti que d'un point de vue, autant je peux avoir des personnes où je sens qu'un changement radical peut être bénéfique et qu'ils sont capables de le faire et que je discute avec eux, donc je le fais et là je leur dis, bah on fait carrément une cure sans sucre. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et bon là, ça demande du mental pour la personne, mais des fois, quand il y a des objectifs sportifs importants et que la personne, en fait, n'en peut plus d'être dans ce cycle et qu'elle, tu la sens capable de le faire et que tu as discuté avec elle, bon là, moi, j'ai vraiment une approche où je vais vraiment tester la personne pour savoir si elle est capable de le faire. Je vais pas faire ça à des gens qui n'ont pas envie, tu vois, ça sert à rien, c'est pas constructif. Mais ça m'est déjà arrivé de le faire. Après, les 3 quarts du temps, je suis plutôt dans une optique de on y va étape par étape, on y va tranquillement, on s'adapte petit à petit, on ne crée pas de frustration. Et là, dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé, même si dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir à conseiller ce genre de choses, bien sûr, de dire bah, si vraiment c'est compliqué pour toi et que c'est ton habitude, on va commencer en consommant, voilà, ou même des boissons un peu édulcorées, sans forcément soit un coca zéro, parce que bon, là, vraiment, c'est quand même assez chimique. Quoi, tu touches le bas, là. Oui, c'est bon, voilà. Après, tu vois, encore une fois, il ne faut pas diaboliser les aliments non plus. Hein. C'est pas parce que tu consommes un coca zéro de temps en temps que tu vas mourir. Enfin, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment... donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Mais ouais, c'est pas un truc que j'ai envie de conseiller. Et si on peut l'éviter dans son alimentation, c'est bien mieux de rester sur des aliments vraiment nutritifs. Mais si parfois c'est nécessaire pour faire une phase vers le mieux, oui, je suis pour le fait qu'on puisse en consommer. Notamment dans le cadre des gens qui font des pertes de poids, qui sont en cas d'obésité, qui font des gros régimes, etc. pour perdre du poids. Bah, si ça leur fait du bien mentalement et que ça les aide à continuer leur perte de poids et être en meilleure santé, de consommer une boisson avec de l'aspartame de temps en temps ou une fois par jour sur les débuts, bah, allons-y, quoi. Allons-y, je préfère ça qu'une personne qui reste dans son obésité, quoi. Ouais, c'était super intéressant comme sujet. Il y a un autre sujet que je viens d'aborder, ça revient un peu sur ce que je te disais avec les œufs le matin, là. Ouais. Ce sera un peu, tu vois, je sais pas si on peut dire un mythe, mais on va dire comme ça, le mythe, tu vois, des protéines. Est-ce que tu as l'impression que, en tout cas, des sportifs que tu peux avoir ou les non-sportifs, moi, dans mon cas, on m'a toujours dit, Quentin, tu manges trop de protéines, pour la faire courte, tu vas mourir, tu vois. Est-ce qu'il y aurait une limite, peut-être, de quantité de protéines à consommer à la journée par rapport au type de personne que tu es, donc sédentaire, sportif, plus ou moins non sportif. Voilà, est-ce que tu aurais en gros un ratio de protéines à manger? Je sais pas, tu vois, on parle, moi j'étais en gros à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ouais. Pour expliquer rapidement aux gens, j'ai plus vraiment les critères où il faut être entre combien et combien, mais est-ce qu'on a vraiment voilà, une limite à respecter? Et est-ce que trop de protéines c'est néfaste? Ou au contraire, est-ce que pas assez de protéines, c'est aussi néfaste pour la santé? Alors, moi, je pense que d'un point de vue général, sur la population actuelle, on est plus en manque de protéines qu'en excès de protéines. C'est ce que j'ai l'impression aussi, ouais. Ouais. Donc, j'ai plutôt tendance à dire... alors, à part le cas, effectivement, assez précis des gens qui font de la musculation, où là, il y a vraiment une culture de la protéine qui est importante et qui est nécessaire. Dans ces cas-là, je dirais plutôt qu'il faut plutôt faire attention à la qualité, à la source des protéines, ce dont on a parlé tout à l'heure, et surtout à bien équilibrer dans les assiettes, en fait, pas à se contenter de juste manger des protéines, mais équilibrer l'assiette avec aussi des aliments type des pommes de terre, des légumes, etc., pour qu'en fait, ce soit pas juste des protéines à digérer pour l'organisme. Je l'ai dit tout à l'heure, mais après, tout ce qui est protéines animales, c'est vrai que ça peut surcharger, en fait, au niveau du foie, etc., c'est pas tant la quantité de protéines, c'est plus les différents apports de protéines qu'on va avoir et comment tu associes tes repas, tu vois. Donc, honnêtement, pour être vraiment en surplus de protéines, faut vraiment y aller déjà. Faut y aller, quoi. Après, t'as un truc aussi, tu vois, c'est la whey, tu sais, en poudre, qui fait que du coup, là, moi, je sais que par jour, c'est parfois une facilité.
Mais vu que j'ai calculé, peut-être que j'ai totalement tort, mais moi j'ai calculé qu'il me fallait pas mal de protéines comme dans la journée. Et en mangeant, en fait, j'arrive pas à les atteindre. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quand tu fais des shakers, t'as facilement de la protéine, tu vois, mais c'est vrai que du coup, le taux il peut vite monter, tu vois. Ouais. En faisant 1-2 shakers, je peux vite prendre 50-60 grammes de protéines en plus, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est ça en fait qui fait monter mon truc et qui pourrait me faire dire que parfois, peut-être que j'abuse un peu, tu vois, du truc, quoi. Bah, encore une fois, je te dis, pour arriver vraiment à un taux de protéines qui soit ultra gênant, il faut y aller. Après, tu vois, moi, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est plus la qualité des protéines. Quand tu me dis whey, quel type de whey, tu vois il y a des whey de plus ou moins bonne qualité. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai bossé dedans pendant 3 ans. Donc, voilà, donc tu connais le sujet. Donc, moi, tu vois, par exemple, le shaker en soi, ça m'arrive de conseiller à des athlètes d'un point de vue praticité, par exemple, juste après un entraînement, ou parce que, typiquement, sur des athlètes végétariens ou végétaliens qui vont du coup avoir plus de difficultés à atteindre leur taux de protéines, de les consommer. Mais alors, j'ai plutôt tendance, moi, à conseiller des protéines végétales. En shaker, tu vois, les protéines végétales, même s'il y a tout. Pourquoi ça m'intéresse parce que pourquoi tu consommes? Parce que sur Instagram, j'ai vu que tu conseillais ça. Ouais. Je me suis dit intéressant. Ouais. Parce que moi, on m'a toujours dit protéines végétales, pas forcément hyper assimilables parce que acides aminés manquants, etc. Ouais. Donc on m'a toujours conseillé de la protéine, voilà, de lait. Ouais. Pourquoi du coup tu conseillerais ça? Alors déjà, pour remettre le contexte des protéines végétales, c'est important. Effectivement, en fait, pour qu'une protéine soit complètement assimilable, il faut qu'elle ait un profil d'acides aminés complet. Et l'avantage en fait des protéines animales, donc que ce soit de la viande blanche, de la viande rouge, etc., c'est que naturellement, elles ont un profil d'acides aminés complet. Donc c'est-à-dire que toutes les protéines que tu consommes dans de la viande, etc., ça va être directement assimilé comme une bonne protéine par l'organisme. La problématique qu'on peut avoir et qui pose problème en fait sur les gens et qui est souvent mal comprise et qui fait peur aux sportifs, c'est que effectivement, dans le cas des protéines végétales, sauf certains aliments comme le soja qui ont un profil d'acides aminés complet, en général, il faut compléter en fait des légumineuses qui ont une partie des acides aminés et les céréales qui ont une partie des acides aminés ensemble pour avoir le profil d'acides aminés complet. Donc en fait, il faut faire une genre de combinaison entre des céréales et des légumineuses pour avoir le profil d'acides aminés complet. Donc ça, c'est la première sujet. C'est vrai que du coup, même s'il y a une source de protéines végétales, c'est super intéressant parce que du coup, c'est plus digestible par l'organisme et ça évite la surcharge acide. Ça peut être un peu compliqué à mettre en place quand on a l'habitude de se faire tourner une escalope vite fait à la poêle. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas concrètement comment ça fonctionne et qui ont peur de le faire. Après, il y a un deuxième sujet aussi avec les protéines végétales, c'est qu'on dit que même si le profil d'acides aminés est complet, en termes d'assimilation, il est un peu moindre par rapport à des protéines animales. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si on te conseille, je dis n'importe quel chiffre, hein, ne vous basez pas là-dessus, mais si on dit, par exemple, qu'il faut consommer 100 grammes de protéines par jour en protéines animales, quand on va consommer uniquement des protéines végétales, on va conseiller d'augmenter à peu près de, 10-15% en plus pour avoir cette marge de sécurité, entre guillemets, pour être sûr qu'au niveau assimilation, on est bien sur le bon taux de protéines. Donc, en fait, le truc avec les protéines végétales, c'est que c'est vrai que c'est plus digeste et que c'est moins inflammatoire, etc. pour l'organisme. Donc, d'un point de vue sportif, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a cette charge... je peux aller jusqu'à dire que c'est une charge mentale, parce que c'est vrai, moi, typiquement, tu vois, je m'alimente à 99% de façon végétale. Ok. Ouais. Justement, après, ce sera suivi d'après. Ouais. Ça demande quand même une certaine connaissance. Donc soit tu sais faire comme moi, soit tu t'es suivi par quelqu'un, tu vois. Ça peut être dangereux sinon. Parce que moi j'ai vu des personnes qui font des malaises que justement ils font n'importe quoi. Ouais, alors j'attire l'attention sur le fait que, parce que c'est un sujet que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux en ce moment, le fait de faire du sport avec le végétalisme, voire donc végétalisme, soit carrément être vegan, c'est quelque chose qui n'est pas impossible en soi. On peut être performant en consommant comme ça, mais ça demande une attention d'un point de vue santé qui est super importante. Suivi, ouais. En fait, c'est pas un truc à être pris à la légère. En fait, si tu te dis que tu vas faire des marathons tous les ans en étant végétarien, mais en faisant pas attention à tes apports, c'est non. Enfin, pour moi, c'est non. Et d'ailleurs, de façon générale, même si moi, c'est mon type d'alimentation, tu vois, j'ai une alimentation très végétale, je vais pas conseiller aux gens d'avoir une alimentation 100% végétale parce que je sais ce que ça implique, je sais à quel point c'est difficile à gérer. Donc moi, je conseille en général plutôt un bon équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Mais d'un point de vue micronutrition, l'alimentation végétale, c'est vraiment pas anodin. Il faut faire très attention à ses apports en oméga 3, en fer, en magnésium, en zinc, en plein de vitamines. Donc
ça demande déjà de savoir comment bien associer les repas pour avoir une bonne assimilation, avoir un beau taux de protéines, mais c'est pas juste la question de la protéine. Hein. D'un point de vue micronutritionnel, quelqu'un qui est végétalien ou végétarien qui fait beaucoup de sport et qui n'optimise pas, qui n'est pas suivi, ça peut être une catastrophe d'un point de vue santé et performance. Donc oui, on peut le faire, mais dans un cadre vraiment précis, et il faut avoir aussi une volonté mentale de gérer son alimentation pour avoir ce genre de profil d'alimentation quand on fait beaucoup de sport. Donc voilà, c'est un truc que je tiens à préciser parce que voilà, c'est un sujet que j'ai vu passer sur le réseau où effectivement, il y a des gens qui disent oui, bah voilà, je suis végane ou je suis végétarien et je fais du triathlon. Bon, ce qui est un peu mon cas, tu vois, donc mais c'est pas un truc où on se dit ok super je vais arrêter de manger de la viande et je vais faire du triathlon, c'est pas aussi simple que ça, donc et vraiment si c'est une volonté en général c'est plus d'un point de vue éthique etc qui est importante pour vous et que vous avez envie de faire, s'il vous plaît faites-vous suivre, faites attention parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses sur tout ce qui est profil hormonaux déjà, tu vois. Donc tout ce qui est hormonal et puis santé de façon plus générale quoi. Donc voilà, j'en ai un peu dévié, mais je trouve que c'était important de... Justement, j'allais venir justement sur les différentes diètes tu vois, qui existent. Ouais. Parce qu'on voit que maintenant, tu as plein de régimes... tu vois, tu as plein de régimes spécifiques qui existent. Ouais. Je pense notamment, tu vois, bah là, comme tu as dit, bon, spécifique, je dis pas que c'est... Spécifique, c'est pas un mot péjoratif pour parler du régime. Oui. C'est, on va dire, voilà, qui serait peut-être moins commun de ce qu'on a actuellement, on va dire. En gros, tu vois, on a le régime keto, paléo, végétarien, etc. Ouais. En gros, grosso modo, de façon générale, comment toi tu vois ces différents régimes et de ce qu'on a compris, on est d'accord que si on veut adopter l'un de ces régimes, parce qu'il y a des bienfaits, etc., je connais pas dans le détail, hein, mais il faudrait quand même se faire aider, accompagner pour être sûr de pas faire n'importe quoi. Alors, je pars du principe qu'effectivement, moi, de base, ce que je conseille, c'est d'avoir l'alimentation la plus diversifiée possible, de manger de tout, tant que c'est brut et de bonne qualité. Voilà. Moi, l'alimentation, pour moi, qui est la plus simple à adopter, qui est la meilleure pour la santé, où on n'a pas trop besoin de se prendre la tête, c'est de consommer de tout. Maintenant, les régimes spécifiques, bah, ça va être au cas par cas, ça va dépendre de tes besoins. Par exemple, le régime keto, donc, qui est un régime qui consiste à enlever de façon drastique les glucides pour en faire en sorte que ton métabolisme utilise plutôt les lipides comme source d'énergie. C'est un régime qui a été très utilisé pour des pathologies qui étaient liées à des consommations de sucre, tu vois. Et qui, dans ces cas-là, est utilisé. Mais je pense que pour une personne dans un contexte classique, et notamment qui fait du sport, pour moi, c'est pas le truc le plus intelligent à faire. Déjà, il faut comprendre que le fait de consommer beaucoup de lipides, ça peut être compliqué si on n'a pas un foie qui est dans un état optimal. Donc, des fois, un régime keto sur des personnes qui ont un foie qui est un peu sensibilisé ou qui n'est pas dans un état optimal, si je peux dire ça comme ça. J'essaie de parler avec des mots simples pour pas que ce soit trop compliqué. Ça peut être plus délétère qu'autre chose. Et après, il y a eu une mode aussi à un moment de ce régime keto dans les sports d'endurance. Ouais. Encore une fois, j'ai envie de te dire, ça dépend des personnes. Déjà, ce dont il faut être conscient, c'est que naturellement, le corps va se servir de glucides pour fournir de l'énergie au corps et pour l'habituer à passer sur une autre filière énergétique, donc pour passer sur un métabolisme où tu sais assimiler à 100% les lipides pour produire de l'énergie, il faut que ton corps s'y habitue longtemps. Donc, et surtout, il ne faut pas avoir d'apport de glucides réguliers. Donc en fait, tu vois, j'ai déjà eu un cas d'une personne qui était passée sur cette alimentation-là, où en fait, pendant les compètes, elle mangeait que de l'alimentation à base d'oléagineux, donc tu vois, des noix de cajou, etc. Bon, alors déjà, d'un point de vue digestif, c'est quand même compliqué, parce que du coup, c'est super gras, tu vois. Et en plus de ça, elle ne s'était pas préparée correctement en amont, parce que, en fait, sur la partie avant sa compétition, elle consommait des glucides régulièrement. Donc, en fait, ton corps continue à s'habituer à l'apport de glucides. Il n'a pas complètement switché sur ce mode de consommation des lipides. Donc bon, voilà, encore une fois, ça dépend, c'est au cas par cas. Moi, honnêtement, pour les sportifs, c'est pas ce que je conseille parce que je trouve que déjà, c'est super compliqué à mettre en place, c'est super contraignant
parce que d'un point de vue d'alimentation, tous les jours, ne pas manger de glucides, c'est quand même super compliqué. C'est un régime que je déconseille complètement pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. De façon générale, alors pas ce régime-là, mais de façon générale, des gens qui ont du trouble du comportement alimentaire, l'idée c'est de les amener à une alimentation la plus simple et la plus complète possible, où il n'y a pas à se prendre la tête à est-ce que j'ai le droit de manger, est-ce que j'ai pas le droit de manger. Donc, tu vois, typiquement, pour moi, une personne qui a des troubles de comportement alimentaire, qui a du mal à gérer son lien émotionnel, alimentation, etc., l'amener sur un régime ultra spécifique où tu demandes d'enlever des aliments, c'est contre-productif, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment plein de contextes à prendre en compte, mais tu vois, sur le sport d'ultra-endurance, moi je connais aucun triathlète professionnel et j'ai jamais vu un triathlète professionnel, tu regardes sur les compétitions, qui est en régime cétogène. Ils prennent tous des glucides parce qu'ils savent que c'est la façon la plus... Voilà, après, peut-être que l'avenir nous dira avec d'autres études, etc. C'est ça qui est beau, justement. On ne sait pas, mais voilà, je pense que c'est à balancer. Et moi, honnêtement, dans le cadre d'un sportif, j'ai envie de lui dire, sauf s'il y a une raison bien précise qui le pousse à arrêter les glucides, tu vois. Pourquoi tu vas arrêter les glucides? C'est quoi la motivation? Moi, à partir du moment où les glucides, c'est bien géré, que tu as un index glycémique qui est intelligent, c'est-à-dire que la plupart de tes repas, tu vas avoir un index glycémique bas, donc tu vois, pas des trucs trop sucrés qui vont déstabiliser ta glycémie, etc. Je vois pas l'intérêt d'enlever les glucides. Voilà. Il y a un point qu'on a abordé aussi. Là, j'ai encore 2 questions à te poser. Ouais, dis-moi. Après, on pourra enchaîner sur notre masterclass. On parlera du sommeil. Mais ce sera un autre épisode. La dernière fois, tu sais, quand on s'était vu, on avait parlé du jeûne. Ouais. Je t'avais dit que moi, j'avais essayé de faire un jeûne, etc. pendant 3 jours. Ouais. J'ai tenu une journée. Voilà, ceux qui me suivent un peu, ils sont au courant de cette histoire. Mais non, blague à part, est-ce que le jeûne, on voit, tu vois, plein de gens qui tentent de le faire. Ouais. Je m'en rends pas forcément compte, tu vois, de s'ils le font vraiment de façon optimale ou pas. Parce que de ce que j'ai vu, un jeûne, il faut quand même le préparer. Ouais. Tu vois, moi, j'ai commencé vraiment du jour au lendemain. Je me suis dit, je vais mourir si je fais ça, tu vois. Voilà, comment, du coup, tu pourrais déjà préparer un jeûne en 1 ouais. Et est-ce que le jeûne, ça a vraiment des bienfaits pour la santé, quoi? Pourquoi on devrait faire un jeûne? Alors... C'est un sujet qui, je sais, qui peut être un peu long, mais t'inquiète. Alors c'est un sujet qui peut être un peu long et qui est un peu controversé parce que c'est vrai que le jeûne, c'est une pratique qu'on utilise beaucoup en naturopathie et qui peut faire débat et qui peut avoir des risques si c'est très mal pratiqué. Et en l'occurrence, tu vois, il y a une personne qui s'est proclamée naturopathe il y a quelques années qui faisait des stages de jeûne. A priori, j'ai pas les détails, mais a priori assez mal encadré, où limite il y avait de la déshydratation, c'était pas géré, etc. Et il y a une personne en fait dans un camp comme ça de jeunes qui est décédée. Donc déjà, voilà, je tiens à préciser que le jeûne, c'est pas un truc anodin, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas avec n'importe qui. Mais à côté de ça, le jeûne, et il y a énormément d'études là-dessus, même s'il y a des gens qui vont dire le contraire, ça a des bienfaits sur la santé qui sont exceptionnels. Il y a des gens qui ont des maladies métaboliques, type du diabète, ou même des maladies un peu plus installées, de l'Alzheimer, des choses comme ça, qui ont fait des jeûnes, alors encadrés, j'insiste, dans des instituts médicaux, etc., qui se sont vus complètement rémis de maladies en 3 semaines de jeûne. Et comment c'est possible, ça? C'est quoi? C'est en fait ton corps, du coup, pas qui se lave, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu un principe, sans rentrer dans les détails super techniques, mais c'est un peu ton corps qui se régénère et qui va notamment, en fait, du coup, comme il a plus d'alimentation, en fait, que tu lui apportes. Donc déjà, d'un point de vue digestif, ça va complètement mettre ton système digestif au repos parce qu'il a plus à digérer, etc. Donc tu vas avoir un regain d'énergie. Ouais. Ça va nettoyer, en fait, tous tes organes émonctoires. Donc déjà, d'un point de vue, même sur des jeûnes courts, c'est super intéressant parce que tu as un peu cet effet détox, même si c'est un terme qui peut être utilisé un peu à tort et à travers, et régénération de l'organisme. Mais après, d'un point de vue plus long terme, quand tu fais des jeûnes plus longs, tu peux avoir... en fait, ton corps va venir se nourrir de cellules graisseuses, des fois, et des fois, ça peut être des cellules malignes, typiquement des cellules cancéreuses, etc., dont il va se nourrir. Et du coup, ouais, ça va avoir un effet sur le corps qui fait que il va un peu faire un reset, tu vois. Donc ouais, c'est super intéressant.
si on veut faire des jeûnes vraiment longs pour des problématiques spécifiques, il faut que ce soit encadré. Donc en général, il y a des instituts médicaux, etc., qui permettent d'être suivis, où en fait on va suivre vraiment la santé de la personne, sa tension, son taux de fatigue, complet, etc. Okay. Ouais, c'est complet. Après, honnêtement, moi le jeûne, je le pratique solo, mais parce que je le fais sur des périodes courtes et que je fais attention, je connais bien le sujet et je fais attention à la façon dont je le fais. Ce qui est important, alors si on se dit que si on fait un jeûne, alors autre chose importante, le jeûne, ça ne se fait pas quand une personne est carencée ou ultra fatiguée, parce que là, du coup, on a un risque de surfatiguer l'organisme. Pour moi, un jeûne, ça se fait sur une personne qui est en bonne santé, qui a une bonne vitalité. Tu vois, si j'ai une personne en consultation, je vois qu'il y a un taux de fatigue extrême, qui est déminéralisé, qui a besoin, tu vois, d'énergie, etc., je ne vais pas lui faire un jeûne. C'est une bêtise. Donc, déjà, moi, j'ai envie de dire, si on ne se connaît pas bien ou qu'on ne connaît pas bien le sujet, demander un avis médical, même si, bon, des fois, les médecins conventionnels, ils ne sont pas forcément pour ce genre de pratique. Ouais. Mais voilà, quand même, je tiens à mettre un cadre de précaution autour. Après, dans un cadre où une personne est apte à faire un jeûne et a envie de le faire, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut avoir une adaptation sur l'alimentation en amont et en après. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Il faut en fait habituer petit à petit son corps à consommer d'une façon particulière. Donc déjà, tu vois, dans les jours avant, on va commencer à supprimer tout ce qui est glucides, les protéines, en fait, tous les trucs qui sont un peu plus lourds à digérer. Et puis l'idée, en fait, c'est de consommer presque, on appelle ça un peu des bouillies cellulosiques ou des soupes ou des choses comme ça, des trucs vraiment légers pour l'organisme, en fait, pour venir en fait balayer tout ce qui reste dans les intestins. Parce qu'en fait, il y a un risque si jamais, imaginons, il y a des gens qui font ça, hein. Mais imaginons je consomme, par exemple, je sors toujours l'exemple du McDo parce que c'est un peu l'extrême que tout le monde connaît. Imaginons je consomme un McDo la veille de faire un jeûne. Mon McDo, il va pas avoir le temps de complètement en fait sortir de mon système digestif. Il risque en fait de rester soit dans les intestins, soit dans le côlon, de fermenter et d'amener plein de petites toxines qu'on n'a pas envie d'avoir dans le corps, en fait, dans l'organisme, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système digestif, il fonctionne aussi parce qu'on mange. En fait, quand on mange, du coup, on produit en fait tout ce qui est salive, tout ce qui est enzymes, etc., qui permettent de digérer. Donc déjà, si tu mâches plus et que tu n'as plus rien dans l'estomac, tous ces trucs-là qui permettent en fait de permettre le flux digestif, il fonctionne plus. Il y a plus tout ce qui est le péristaltisme intestinal, qui est en fait l'action, tu vois, mécanique de faire évacuer, etc. Donc en fait, il y a un risque que ce que tu aies mangé juste avant ton jeûne reste bloqué. Oh l'enfer. Reste bloqué en fait dans le. Alors l'enfer, tu te rends pas compte parce que c'est comme si tu avais des trucs dans le ventre, mais en fait, du coup, ça risque de fermenter, etc. et d'avoir des effets vraiment néfastes sur l'organisme. Donc en fait, les jours avant, on va essayer d'avoir une alimentation qui va permettre de chasser, de balayer en fait tout ce qu'on a dans le. Et d'alléger tout ce qu'on a dans le système digestif. Et après, le jeûne, donc après, ça dépend combien de temps on le fait. Moi, je conseille quand même s'il y a des gens qui ont le mental de faire direct une semaine, je conseille en fait de tester ces sensations d'abord sur une journée de jeûne, tu vois, par exemple, une journée, 2 journées. Moi, tu vois, maintenant, j'essaie de faire 1 ou 2 fois par an, une semaine complète de jeûne, tu vois. Et du coup, après, sur comment on mange après le jeûne, c'est déjà, quand on recommence à manger, pareil. On saute pas sur un gros repas, on va pas se faire un kebab après un jeûne. Là, ton organisme, t'imagines, il a rien digéré pendant une semaine, il va rien comprendre. Donc, au début, peut-être des bouillons, des soupes, et petit à petit, tu mets les légumes, ensuite tu rajoutes des protéines, et ensuite des glucides. Petit à petit, sur les jours, ça se fait en fait en fonction de la durée de ton jeûne. Par exemple, si tu l'as fait sur une semaine, tu vas introduire les aliments sur 3 jours. Okay. Si tu l'as fait sur 2 jours, bon, tu peux te permettre de le faire un peu plus rapidement, mais voilà, l'idée, c'est de réhabituer son organisme petit à petit. Et pour le coup, tu vois, moi, des personnes que je connais ou de moi-même, les effets que ça peut avoir le jeûne, c'est déjà un gros bonus sur tout ce qui est système immunitaire. C'est-à-dire que tu peux te rendre compte que les personnes qui font des jeûnes réguliers vont tomber beaucoup moins souvent malades et vont avoir des capacités aussi de récupération qui sont un peu optimisées. J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Et
est-ce que tu fais du sport pendant le jeûne? Ouais. Si tu es quelqu'un qui fait du sport, Ouais. est-ce que tu en fais? Ouais. Et est-ce que tu en fais? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Ouais. J'imagine que oui. Alors, l'idéal, c'est de faire, en tout cas, de bouger. Pas forcément faire du sport, mais de bouger, parce que ça va permettre de soutenir le corps dans tout ce truc d'évacuation et de détoxification. Donc, ouais, l'idéal, c'est de bouger. Après, on est d'accord que en fonction de la pratique qu'on a, on adapte. Donc, en général, on va conseiller aux gens, tu vois, par exemple, il y a des stages de jeunes où les gens marchent en même temps. Ça, c'est bien parce que du coup, c'est un effort qui est quand même assez adapté. Mais par exemple, je vais parler de mon exemple concret, comme ça va être simple à comprendre pour tout le monde. Moi, je m'entraîne pour faire du triathlon de longue distance, donc je suis à peu près sur une base d'entraînement de 10 à 15 heures par semaine avec des entraînements plus ou moins intenses. Quand je fais un jeûne, je vais faire aller entre 45 minutes et 1 heure de sport par jour, jamais plus d'1 heure. Et surtout, je vais faire ce qu'on appelle de l'endurance fondamentale, donc c'est-à-dire que je vais rester dans des efforts qui sont très légers, où je ne vais pas faire monter les battements cardiaques, etc. Niveau cardiovasculaire, on va rester calme. Et je ne vais pas faire des efforts trop intenses niveau musculaire. Donc, en général, tu vois, par exemple, pour rester concret dans ma pratique, quand je fais un jeûne, je vais faire des séances de natation en mode tranquille pendant 45 minutes, 1 heure. Je vais aller faire des petits footings lents, du vélo lent, pareil, tu vois. Mais c'est clair que la durée est adaptée et l'intensité est adaptée. Mais par contre, le jeûne passe mieux, pour avoir essayé les deux, de faire des jeûnes où je ne fais pas de sport. Le jeûne passe beaucoup mieux quand on fait du mouvement et du sport en même temps. C'est fou. Ouais. Et ça, on pourrait l'expliquer ou pas? Je pense que c'est en fait le fait de continuer à faire solliciter ton corps. Alors, il faudrait aller peut-être creuser vraiment dans la littérature, etc. Ouais, mais je pense que le fait en fait d'aider ton corps à continuer à bouger, en fait, ça lui permet de rester dans ce principe d'évacuation, etc. L'air de rien, le fait de transpirer un peu aussi, tu continues à évacuer les toxines qui du coup se déchargent complètement à travers le jeûne, etc. Donc voilà. D'un point de vue aussi circulation sanguine, tout ça, ça évite d'avoir aussi, là je pense que c'est un peu aussi mental de se dire, éviter d'être dans son lit en mode je mange plus, je vais mourir, etc. Ouais, continuer à avoir une vie normale en fait, parce qu'on clair. peut complètement continuer à avoir une vie normale en jeûnant pendant 1 semaine. Bien sûr. Ouais. Bah, écoute, il y a un dernier point qu'on va aborder. On a déjà quand même un peu commencé à l'aborder, mais c'est tout ce qui est lié à l'hydratation, ce que tu bois. J'y pensais justement parce que je me disais tout à l'heure, quand on avait parlé de ce qu'on consommait pendant l'effort, on n'a pas parlé de... Et c'est quand même important, tu vois. Exactement. Déjà, tu dirais, est-ce qu'on peut déjà réussir à évaluer est-ce que ça se voit physiquement ou pas si on ne boit pas assez? Est-ce qu'on arrive à évaluer ça Alors, forcément, tu vas avoir des symptômes physiques comme la fatigue, les maux de tête. Ça, les maux de tête, j'ai énormément de gens qui me disent « Ouais, j'ai tout le temps la migraine, je suis obligée de prendre un Doliprane tous les jours. » Et quand tu regardes ce qu'ils boivent comme eau, tu dis en fait il suffit juste de boire un verre d'eau en plus et vous n'aurez pas eu besoin du Doliprane. Donc il va y avoir ça, il va y avoir d'un point de vue musculaire, tu peux avoir des tendances à avoir de la fatigue musculaire, à se sentir moins performant. Mais déjà pour moi le premier signe d'alerte sur la déshydratation, c'est à partir du moment où tu commences à avoir soif. C'est trop tard. C'est ce qu'on m'a expliqué ça une fois. Ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, encore une fois, il ne faut pas être dramatique, non, mais bien sûr. Si tu as soif, c'est que ton hydratation, elle n'est pas optimale. Ça veut dire que tu n'as pas apporté suffisamment d'eau à ton organisme en amont. Donc déjà, c'est que ton corps a un besoin d'eau au-dessus de ce que tu aurais dû avoir normalement. Donc pour moi, déjà, une personne qui me dit « je bois quand j'ai soif », il y a un problème. C'est que tu ne bois pas assez en amont. Mais oui, après, d'un point de vue physique, ça peut être jusqu'à des troubles de la concentration, que ce soit d'un point de vue vie de tous les jours ou performance sportive, une déshydratation qui va de 5 à 10%, qui est pourtant pas énorme en termes d'eau, ça peut avoir des impacts vraiment super importants et sur la performance et sur tes capacités cognitives et physiques. Ouais. Et on m'a dit un truc, j'ai plus le chiffre en tête, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais dans les idées c'est un peu ça. Moi, tu m'as pareil, depuis tout à l'heure, je fais que tellement boire. Focus sur le truc que... Non, mais c'est important. Et en plus, nous, quand on parle, forcément, on a soif. Mais un jour, j'avais fait un stage de survie parce que ça m'intéressait, tu vois. Enfin, un petit stage de survie en forêt. Ouais. Et du coup, l'animateur nous expliquait que, en fait, quand t'as soif, ton cerveau, t'as déjà perdu genre 20% de ses un truc comme ça, tu vois, de ses capacités. Ouais. Et en fait, rien que ça, je me suis dit, écoute, c'est plus jamais, tu vois, je boirai quand j'ai soif, je vais boire un petit peu, comme je fais depuis le début, je bois un petit peu, tu vois, même une petite gorgée un peu tout le temps. Ouais. Et justement, quelles seraient, tu vois, les quantités un petit peu optimales à boire
Parce que moi, quand je dis aux gens que je bois à minima 4 litres d'eau par jour, ça les choque. Peut-être que c'est beaucoup, on en reparlera après. Mais ce serait quoi, en gros, la fourchette voilà, pour éviter de trop boire et de pas assez boire? Si on a une, hein. Je sais pas si y en a une, mais... Bah, en fait, après, j'ai envie de te dire... Ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens, mais je pense que déjà, si hors sport, on cible 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est bien. Après, effectivement, en fonction du sport que tu fais, de ta transpiration, etc., bah, il faut venir avoir un apport en eau supplémentaire. Et après, une surconsommation d'eau, bah, ça peut être embêtant pour certains organes, tu vois, typiquement les reins, le foie, etc. Donc, c'est pas forcément optimal. La question, c'est de te poser la question, pourquoi tu bois autant? Est-ce que c'est psychologique parce que tu as l'impression que tu bois? Parce qu'en fait, on m'a toujours dit, Quentin, tu manges trop de protéines, donc il faut que je boive plus d'eau pour les faire, je sais pas, les faire glisser, quoi. Ouais. Est-ce que déjà c'est une bonne façon de faire ou ça n'a aucun rapport? Non, pour moi, ça n'a... Aucun rapport. Au contraire, si tu ressens le besoin de boire autant d'eau pour compenser, c'est que du coup, ce que tu as comme apport de base, il n'est pas sain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois plutôt en termes d'équilibre. Donc non, après, par contre, un sujet super important pour les gens qui font du sport, c'est que dans la transpiration, on va perdre certains minéraux. Et donc, il est super important, donc du sodium, magnésium, potassium, entre autres. Il est super important, en fait, de venir ramener ces apports, soit dans l'hydratation, soit dans l'alimentation. Et c'est pour ça que pendant les efforts longs, type sport d'endurance, ou même pour des gens qui font des gros efforts et qui ont besoin de bien se réhydrater après, on va parler d'électrolytes. Je pense que c'est un sujet pendant que tu connais un peu. Ouais, pendant ma séance, j'en prends justement. Voilà, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est aux gens qui découvrent le mot? Alors, les électrolytes, en fait, c'est potassium, sodium, magnésium, qui sont des minéraux qu'on va venir perdre à travers la transpiration et qui peuvent, du coup, on peut se retrouver carencé, en fait, si on ne vient pas les réapporter dans l'alimentation ou dans la nutrition. Et donc, ce qui se fait beaucoup, en fait, dans le sport, c'est de venir amener donc, des électrolytes, en général, c'est des pastilles ou des choses comme ça, dans les boissons, pour venir recharger d'un point de vue minéral. Mais après, il y a aussi, j'en avais parlé sur Instagram, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des alternatives naturelles. Tu as des aliments type, par exemple, l'eau de coco, qui est naturellement très riche en électrolytes et qui permet, tu vois, de venir restabiliser l'apport minéral au niveau physiologique sur l'organisme, tu vois. Donc ça, c'est super important. Et c'est vrai que, en fait, l'hydratation, c'est pas juste boire de l'eau, c'est en fait en fonction de ton profil en électrolytes que tu vas plus ou moins hydrater tes cellules et en profondeur. Et typiquement, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un apport trop fort en sel et qui ne boit pas assez d'eau, il va faire de la rétention d'eau. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un apport en sel trop faible, etc., peut-être qu'il va boire de l'eau, mais qu'elle ne va pas vraiment venir hydrater de façon profonde. Donc, il y a vraiment un équilibre en électrolyte qui est important pour optimiser l'hydratation. Justement, ce que je veux dire, parce que du coup, là, l'eau en bouteille qu'on voit, bon, déjà, il y a plein de débats. Bon, je ne sais pas vraiment... quoi en penser, parce que je ne sais même pas s'il y a une réponse précise sur déjà l'eau en bouteille, l'eau du robinet, etc. Voilà, ça c'est un vaste sujet où il y a toujours des pour et des contre. Parce que moi, ce que je retiens, c'est que justement, pour revenir à Marie Kaplan, c'est que moi j'ai carrément un pote, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une espèce de grosse turbine là. Ouais. C'est qui, pour filtrer. Pour filtrer. Bah, moi, d'un point de vue naturopathique, pour moi, c'est l'idéal. Ok. Alors en fait, le problème, c'est que tu as l'impression que sur peu importe la source d'eau que tu prends, il va y avoir des pour et des contre, tu vois. Donc c'est compliqué à évaluer. Et même quand tu demandes à des spécialistes, on a tous un peu nos petits avis, etc. Mais la recherche évolue tellement là-dessus. Et puis il y a tellement de choses dont on n'est pas. Tu vois, par exemple, pendant très longtemps, on a dit aux Français que l'eau du robinet était complètement potable et qu'il n'y avait aucun sujet. Mais techniquement, la façon dont traiter l'eau du robinet, c'est vraiment pas terrible, tu vois. Ce que je veux dire, c'est quand même... et tu vois, à contrario, une eau en bouteille comme ça, l'eau d'origine, c'est de l'eau de source, donc tu peux te dire que... quoique, il y a eu il y a eu des sujets avec des... je ne citerai pas les marques, mais qui traitaient l'eau de façon illégale, tu vois. C'est tout le monde tout le monde a les marques, je pense. Voilà, c'est ça. Donc tu pourrais te dire que tu vois une eau de source c'est idéal, mais en fait le fait qu'elle soit dans une bouteille en plastique, du coup tu as quand même une exposition t'as les déchets du plastique quoi. Au microplastique qui est pas anodine, tu vois. Donc moi l'eau en bouteille je la conseille pas trop parce que je trouve que l'exposition... Qu'est-ce qu'on doit boire du coup? C'est ça qui est compliqué. C'est compliqué. C'est quoi au niveau de l'eau actuellement? Je sais plus moi, quoi boire. Actuellement en fait l'idée c'est l'idéal, que
Que ce soit, parce qu'après, c'est pareil, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la santé, mais aussi le point de vue environnemental. Là, les bouteilles en plastique, d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique. Mais il y a aussi le point de vue pratique. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale ou négative en fonction de ce que tu peux te permettre de faire. Voilà. Mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir le genre de grosses bonbonnes. Là, j'ai perdu le nom, ça me reviendra, je le dirai. Il va me tuer. Ouais, non, mais moi, c'est grave en plus. Mais c'est pas grave, ça arrive d'avoir des trous. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment, en fait, un principe de filtration de l'eau du robinet qu'on a chez soi. Là, c'est idéal parce qu'en fait, on a une source d'eau qui est pas trop onéreuse quand même. Parce qu'il faut dire ce qui est aussi l'eau en bouteille. Quand tu regardes, tu fais le calcul à l'année sur ce que tu consommes. À force, ça fait un petit billet. C'est grave, quoi. Donc, eau du robinet, le côté pratique. Et par contre, qu'elle soit filtrée de façon... Ah, bah, c'est ça, carafe Berkeley. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, carafe, je dis carafe, mais en fait, c'est une genre de grosse bonbonne en fait, que tu vas venir remplir avec. Voilà, après, c'est vrai que c'est. Alors, et en plus, c'est frustrant parce que c'est quand même un budget à l'achat, c'est quand même des concepts qui coûtent à peu près 200 €. Ouais. Bon, après, tu vois, tu le gardes, tu changes le filtre et tout, mais bon. Enfin, moi, je pars du principe que c'est quand même triste de dire que l'accès à l'eau, qui est quand même un truc aussi essentiel, n'est pas aussi optimal pour les gens et qu'on doive en fait dépenser de l'argent pour que ce soit optimal pour la santé. C'est un truc qui me chagrine un peu, mais bon, c'est comme ça. Parce que même là-dedans, je t'ai coupé la parole, mais même là-dedans, parce que imagine, tu verses ton eau. Ouais. Du coup, t'as aucun minéraux après, si c'est filtré. T'as que de l'eau, t'as de l'eau sans rien. Alors, ça dépend en fait comment c'est filtré, mais si tu peux garder quelques minéraux, mais après de toute façon. Parce qu'après, sinon, il faut que tu rajoutes en gros, toi, à côté des électrolytes, il faut que tu manges en conséquence, c'est ça qui est compliqué. Bah, en fait, on part du principe que ce qui est filtré, c'est une hydratation qui est optimale. Après, il faut aussi prendre en compte que quand on a une alimentation vraiment équilibrée, que par exemple on mange beaucoup de légumes, on va aussi avoir beaucoup d'hydratation qui vient de la part des légumes, tu vois. Donc, tu le vois de toute façon, des personnes qui vont manger uniquement des repas type. Je sens encore l'exemple, je suis désolée, mais pâtes escalope, ils vont avoir un besoin d'hydratation qui est beaucoup plus important que quelqu'un qui va manger des crudités en entrée ou des légumes avec, etc. Tu vois, donc l'eau vient aussi de différents apports, mais je pense que si on a une eau filtrée et qu'à côté on fait attention en fonction de notre activité sportive à amener les bonnes électrolytes, etc., normalement c'est optimal. Écoute, on a fait un très très bon tour. C'est passé super l'alimentation, ça fait déjà 1h30 qu'on discute. Ouais. Bah écoute, nous on va prendre une petite pause, après on va enchaîner sur le sommeil. Ouais. Rapidement, Marie, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Donne ce que tu veux, t'as une caméra qui est ici. J'ai une caméra juste là. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram où j'essaie de donner des petits conseils et notamment des recettes qui sont adaptées pour les sportifs et bonnes pour la santé. Sur mon compte, donc mariedefort.naturo. Et puis vous pouvez, si vous souhaitez me consulter ou discuter avec moi, carrément aller aussi sur mon site internet, donc c'est mariedefort.com. Peut-être que ce sera marqué parce que j'ai un nom de famille qui est un peu spécifique. Et puis voilà, vous avez tout, vous avez mon mail, un formulaire de contact, mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'échanger avec moi, n'hésitez pas. Voilà. Et pareil, en commentaire, dites-nous s'il y a peut-être des points qu'on n'a pas abordés, peut-être qu'on pourrait refaire un épisode un jour un peu spécial. Parce que nous, on a plein de thématiques à aborder. Mais c'est un sujet tellement vaste, même moi, je me rends compte qu'il y a des choses dont on aurait pu parler, dont on n'a pas parlé. Sinon, on reste 3 heures, tu vois, c'est pour ça. Mais... Ouais, mais même en 3 heures, je suis même pas sûre qu'on aurait fait le tour. On n'aura jamais fini. Ouais. Mais écoute, en tout cas, nous, on enchaîne avec l'épisode 2, le sommeil, petite pause avant. Ouais. Et une fois de plus, allez suivre Marie sur les réseaux. Merci à vous, on le dit tout le temps, mais c'est important. À vous, voilà, qui vous abonnez sur YouTube et toutes les plateformes qui existent, Spotify, Deezer, etc. C'est important pour nous parce que c'est grâce à vous qu'on peut aujourd'hui avoir des sponsors comme Giftasso qui nous permettent justement de tourner ici. Donc on remercie Giftasso, on vous remercie vous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à partager. C'est grâce à vous que le podcast évolue. Donc pour ça, on vous remercie. Et merci à Marie d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, nous on va continuer la micro-série. On se verra lundi prochain pour un prochain épisode. C'était Marie et Quentin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.